sous-tendu les discours d'il y a 15 ans pour pouvoir équilibrer les relations entre Ivoiriens, continue de demeurer. C'est en ce sens que je trouve la question, contrairement au professeur, il faut une question d'amnistie. Vous dites professeur? Pardonnez? Non, non, poursuivez. Voilà. Il faut une amnistie générale. C'est vrai, pour les droits de l'homme, ça n'allait pas forcément intéressant, mais si on le fait, ça pourrait ramener le compteur à zéro et permettre à tout ce monde... Moi, je préfère une amnistie générale à une justice unilatérale, à une justice qui est sélective. Autre élément, ce sont les performances économiques qui, pour moi, ressemblent plus à des discours triomphalistes. Hein, ben voilà. Parce que quand on prend la dette, je dis on ne peut pas séparer le programme du candidat qu'est M. Alassane Ouattara du président qu'il a été et des promesses qu'il a eu à faire depuis 15 ans. La dette aujourd'hui a atteint un niveau inquiétant. Voilà. La justification de la dette, c'est dire à quoi est-ce que la dette a servi, on ne sait pas. Il y a aussi la personne d'Alassane Ouattara qui, dans les années 90, avait, je dirais, le sceau du rigoureux venu du FMI, voilà, le FMI avec les critères de transparence. Mais j'ai l'impression qu'on a atteint un record de scandales qui sont restés jusqu'à ce jour impunis. Et ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Ce sont des centaines de milliards qui sont engagés. Donc, le chantier de la corruption, de la lutte contre la corruption est resté opaque. La question de l'éducation demeure. Voilà, je pense que la Banque mondiale a fait un communiqué dernièrement, hein, il y a un peu longtemps, pour dire que c'est bien beau d'avoir des routes ou des ponts. Aujourd'hui, moi, je suis un peu offusqué de voir des Ivoiriens heureux de dire que leurs enfants vont étudier dans certains pays de la sous-région. Voilà. L'école publique n'attire plus. Je ne sais pas qui parmi ce plateau a son enfant dans une école publique. Voilà. Je ne suis pas en train de vilipender. Mais l'éducation est la base de tout. Quel est le bilan? On nous annonce des classes qui ont été construites, oui, mais quel est l'effectif par classe? Est-ce que c'est ce qu'on devait attendre? D'accord. Voilà. Donc je tourne, je pense que sur les questions de santé et autres, l'accouchement, je ne pense pas qu'il soit gratuit. Il y a des promesses qui sont en train d'être faites au niveau encore je crois, du métro jusqu'à Yamoussoukro. Bon, je ne sais pas si le transfert de la capitale a été effectif. Donc, aujourd'hui, ce qui joue en défaveur d'Alassane Ouattara, c'est qu'il y a trop de promesses qui sont restées en suspens. Et il sera un peu, je pense que difficile. Il n'y a plus de mythes. On a des plus. Vous voyez, il ne parle plus trop de milliards, parce que le mot n'enchante plus. Et dans la conclusion, si vous voulez, dans le mot de fin de son programme, il rappelle que sur le quinquennat 2020 ou 2021-2025, son mandat est placé sous le signe de Côte d'Ivoire solidaire. Et il avance, il dit cette année, on doit être plus solidaire. Donc, il y a une rupture entre les chiffres annoncés et le social. Il y a une paupérisation qui est très avancée. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, il y a un rapport de la BAD, document pays 2018-2022, qui dit qu'au-delà de tout ce qu'on annonce, la population souffre, elle est paupérisée, en particulier les jeunes et les femmes. Donc pour moi, il y a encore beaucoup à faire sur lui. D'accord, très bien. Alafé Ouakili. Ok, merci. Je crois que nous avons un document de 64 pages qui commence par le bilan, qui rappelle un bilan et qui dégage des perspectives. En même temps, la parole étant libre, les opinions exprimées, je pense que c'est des opinions ou peut-être des pistes d'analyse devraient, de mon point de vue, être documentées. Il faut être un peu plus documenté. Lorsqu'il y a des audits qui n'ont pas, ou du moins des inspections qui n'ont pas abouti à des procédures judiciaires, il faut, de mon point de vue, se garder de tirer des conclusions, même s'il y a eu souvent des sanctions administratives. Lorsqu'il n'y a pas eu des documents rendus publics et que personne parmi nous ici n'a eu accès à ces rapports ou à ces audits de façon profonde, il n'est pas intéressant de venir faire des allégations et puis de mettre en cause l'intégrité, je pense, de certaines personnes et de dénoncer une corruption ou des détournements massifs ou à grande échelle. C'est important parce qu'il s'agit de cadres, il s'agit de responsables et il ne faut pas leur dénier la présomption d'innocence d'une part et il ne faut pas mettre en cause leur intégrité. Je voulais faire cette précision en disant que le RHDP a un bilan. C'est certainement parce qu'il peut faire mieux, il estime qu'il doit faire mieux, qu'il souhaite continuer et tout n'est certainement pas parfait. Les différents responsables des partis auront l'occasion de venir de défendre éventuellement ces bilans et puis répondre point par point à des affirmations et à des opinions, à des sentiments qui ont été évoqués,
qui peuvent être des perceptions de personnes par rapport à leur vécu. Cela dit, le RHDP, dans son bilan, dans son programme, révèle que 457 000 ménages ont bénéficié des filets sociaux, que la CMU est étendue, il y a plus de 16 millions de personnes enrôlées, il y a le FAFSI qui a 402 000 femmes financées, et je pense que le programme a été actualisé au dernier jour, puisqu'il intègre le prix actuel du cacao, qui est de 2800 francs. Et à côté de ce bilan et de beaucoup d'autres choses que l'on connaît, notamment la stabilité depuis 15 ans et d'autres éléments évoqués par Arthur Banga, il y a des propositions qui sont faites avec l'ambition d'étendre la CMU à 80% de la population, de renforcer le registre social unique par un meilleur ciblage, de porter à 827 000 ménages bénéficiaires des transferts monétaires, de créer l'autonomisation financière des mères d'enfants de moins de 5 ans, de favoriser l'insertion des personnes en situation de handicap. Donc voilà, pour revenir sur la question de la réconciliation et de l'amnistie, il est évident que ici ou ailleurs, après chaque crise, il y a toujours des amnisties. Mais je crois qu'on m'a dit un jour, un des acteurs politiques, pour lui, l'amnistie, c'est l'impunité et c'est préparer la prochaine crise. Quand on finit une crise par une amnistie, il estime que c'est une impunité et il estime aussi que c'est la voie ouverte à la prochaine crise parce que finalement, les politiques se disent que tout finit par là. Qu'on soit à gauche ou qu'on soit à droite, chacun crée un certain nombre de situations en se disant c'est la politique, on finira par s'asseoir et on finira par créer une amnistie. Donc il est important de réfléchir sur ces choses-là et puis de ne pas faire de la question de la réconciliation, de ne pas agiter cela comme un chiffon rouge à tout moment, étant entendu qu'une situation de réconciliation absolue, je ne sais pas en quoi ça consiste, la réconciliation. On en parle souvent, je crois que j'étais sur un plateau de La Quotidienne ici, et j'ai posé la question, c'est quoi la réconciliation? Tout le monde est d'accord, tout le monde est heureux, tout le monde danse, mais c'est impossible dans un pays. C'est quoi la réconciliation? Qu'on nous le dise, parce que tout le monde parle de réconciliation. En quoi la réconciliation consiste? Parce que même quand les éléphants gagnent, tout le monde danse. C'est pas tout le monde qui est content. C'est pas tout le monde qui danse. Quel est le moment véritable d'une bonne réconciliation? Puisque même on a beau avoir les meilleures conditions démocratiques possibles, un perdant, comme dans un match de football entre Ivoiriens, quand il y a le champion de Côte d'Ivoire, le vaincu est toujours fâché en sport. Donc je ne vois pas quelle est la bonne situation, la meilleure opportunité de réconciliation, alors que nous avons une vie paisible tous les jours qui se mélange seulement peut-être quand on arrive aux élections. Et les élections nous séparent, nous divisent, mais c'est normal qu'il y ait la compétition, qu'il y ait la tension. On aura l'occasion de revenir sur certains aspects, mais c'est ce que je tenais à dire d'emblée. D'accord. Docteur Coulibaly, je pense que vous vous êtes lancé sans forcément maîtriser le concept. Maintenant, vous avez la parole. Allez. Merci bien, M. Dirassouba. Je voulais simplement revenir sur mes propos. Bien sûr, allez-y, allez-y. Alors, c'est juste pour dire que quand je regarde le programme du RHDP, ils sont toujours dans la logique de renforcer ce qui est déjà fait. Ils sont eux-mêmes conscients du fait qu'il y a des limites, il y a des objectifs qui n'ont pas été atteints et qu'il faut chercher à atteindre. Vous voyez, le premier point porte sur la stabilité, la sécurité. Le deuxième point porte sur le capital humain. Ensuite, le troisième sur le développement des infrastructures. Le quatrième sur l'agriculture. On a l'industrie. Et puis enfin, on a la promotion de la bonne gouvernance. Quand j'observe bien ces 6 points, je me rends compte que ce sont des points pour lesquels il est nécessaire pour le RHDP de continuer à travailler en vue d'apporter des améliorations pour atteindre les objectifs qu'eux-mêmes se sont fixés. Pour moi, le point qui devrait être ajouté clairement, c'est celui qui concerne la jeunesse. Dans la jeunesse, on a un fourre-tout qui peut prendre en compte la question du chômage et la question de la lutte contre certaines infractions propres à cette jeunesse elle-même, des fléaux qui touchent spécialement la jeunesse. Pour moi, il faut l'ajouter. Selon ce que mes prédécesseurs ont dit et qui m'amène aussi à réagir un peu, il faut dire que pour nous, spécialistes du droit du commerce international, la dette, elle est normale.
C'est le niveau qu'on regarde et les objectifs qu'on se fixe pour rembourser. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un pays puisse se développer sans être endetté. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, en tant que défenseur des droits humains, il me sera difficile d'être d'accord avec l'hypothèse selon laquelle il faut une amnistie générale. L'amnistie générale, c'est le fait de dire qu'on peut tuer, on peut faire tout ce qu'on veut et que tout le monde est pardonné au même pied d'égalité et donc il n'y a pas d'infraction. On repart à zéro et on donne l'envie aux gens de répéter ce qu'ils ont l'habitude de faire et les autres se diront, bon, on peut faire les mêmes choses sans être punis. L'amnistie doit être circonscrite, mais elle ne devrait pas être générale. Très bien. Docteur Banga. J'aimerais réagir ici quand même 2-3 choses. Moi, quand j'entends certaines choses, je me dis dans le même pays. Quoi, par exemple? Quand j'entends mon ami Derou dire qu'il y a la paupérisation en Côte d'Ivoire, je me demande de quel Côte d'Ivoire il parle. Parce qu'il ne faut pas inventer des choses. Le PNUD, qui est le programme des Nations Unies pour le développement, dont la question, l'organisme centré sur la lutte contre la pauvreté, lui-même dit que la Côte d'Ivoire est passée de 55% de taux de pauvreté à 37 points. Mais en ce moment, si on a diminué, comment on peut se paupériser encore? C'est une question de logique. Je vais aller plus loin. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, plus de 437 000 ménages qui sont dans les filets sociaux. C'est des chiffres concrets qui luttent contre la paupérisation. Donc on peut venir, après tout ça, venir, je ne sais pas c'est quel chiffre, quelle donnée qui permet à mon ami de dire que la paupérisation s'accroît en Côte d'Ivoire. Ça c'est vraiment, je tombe des nuits quand j'entends ça. On peut tout dire, sauf que la pauvreté s'accroît en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de la même Côte d'Ivoire on parle. Toutes les données de tous les instituts qui travaillent sur la pauvreté disent que la situation s'améliore en Côte d'Ivoire, sauf vous. Il a parlé de la dette. Bon, le tout dernier rapport du FMI sur la Côte d'Ivoire, il est clair. La Côte d'Ivoire gère bien sa dette. Toutes les agences de notation, hier, je crois que c'est Moody's ou Standard & Poor's qui a abaissé la note de la France. Au même moment, ils ont augmenté la note de la dette ivoirienne. On était à 59% de dette, on est redescendu même à 57 points de dette. Le déficit budgétaire, pour la première fois depuis 5 ans, tu peux regarder le dernier rapport du FMI, qui dit que la Côte d'Ivoire maintenant rentre dans les clous du déficit budgétaire qui est de 3 points autorisés par l'UEMOA. On ne peut pas inventer des choses comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que quand on définit la paix, la sécurité, la stabilité comme premier axe, ce n'est pas parce qu'on a échoué en paix, en stabilité ou en sécurité. Mais si vous n'avez pas la paix, la stabilité, la sécurité, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien construire quand il n'y a pas la paix. C'est pour ça que la paix doit être le démarrage, la sécurité, la stabilité doit être le démarrage de toute réflexion stratégique. Mais pendant 15 ans, on n'a jamais été aussi en paix, en sécurité, en stabilité, surtout quand on se projette dans notre environnement. Regardez ce qui se passe chez nos voisins, rien que ça. Par rapport à ce qu'on réalise. Regardez l'état que l'armée... La dernière fois, j'ai dit aux Ivoiriens, à une conférence, je vais vous donner 2 images pour voir l'état de l'armée ivoirienne. En 2011, le premier tube qu'on a tous fêté ici, c'était la chanson FSI Tchokoroba de Magnifique, qui montrait l'état lamentable de notre armée, où 2 Français affrontés, ou dans les rues d'Abidjan, on les voyait partout. Aujourd'hui, la dernière image que tout le monde a de l'armée ivoirienne, c'est le défilé du 7 août. Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ça? Quel Ivoirien n'était pas fier de voir ce défilé qu'on a tué au prix d'excellence, que nous on a commenté avec autant de fierté et d'honneur sur notre pays? Non, mais il faut arrêter de vouloir à chaque fois salir les Ivoiriens. C'est pas parce que Mais dans quel pays on ne conteste pas? Donc il y a des contestations dans un pays, ce pays n'est pas démocratique. Parce que le 11 octobre, des gens ont brûlé quelques pneus à Blocos et à Angré. Le bilan du ministre de l'Intérieur est très clair dessus. Alors la Côte d'Ivoire n'est pas stable, elle n'est pas en paix. Non, mais il faut arrêter de se moquer des Ivoiriens. On est un pays qui évolue dans tous les aspects, c'est même pas nous qui le disons. On peut reprocher des choses à Alassane Ouattara, oui, je suis d'accord. Mais reprocher ce que tout le monde voit, dans quel domaine ici? On parle de l'éducation. Mais oui, quelle est la donnée de l'éducation dans laquelle la Côte d'Ivoire ne progresse pas? En nombre de classes, en espérance de vie scolaire, en nombre de matières, mais tout. À partir de là, oui, on peut se dire, surtout qu'on a gouverné pendant 15 ans, qu'il faut un nouveau cap. Il faut un nouveau cap pour 2 raisons. Un nouveau cap parce que dans ce bilan positif, il y a des défis. Mais tout le monde est d'accord qu'il y a des défis. Sinon, on ne serait pas à des élections. D'accord. Et deuxième chose qui est importante, dans ce nouveau cap, il y a un environnement international qui a été très bien monté. Donc je ne vous comprends pas qu'on peut parler de paupérisation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible. Qu'on peut avoir peur de la dette en Côte d'Ivoire, c'est faux, sauf ceux qui veulent alimenter de la psychose autour de la dette et de la paupérisation. Très bien. Aouma Gaël. Alors je vais réagir sur la question de la dette, la réconciliation et puis la répartition des richesses. Alors au niveau de la dette, moi je dis, c'est clair, hein,
qu'on va beau être le plus grand économiste du monde, on n'emprunte qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays... On ne prête, vous voulez dire? On ne prête qu'à ceux qui en ont. C'est parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a un potentiel qui peut effectivement supporter la dette, qu'on réussit à contracter la dette. La plupart de toutes les nations les plus puissantes aujourd'hui dans ce monde sont elles-mêmes endettées. Mais le problème, c'est que quand on contracte la dette, il faut que ce pourquoi l'argent a été alloué soit fait. Il ne faudrait pas que par derrière, l'argent soit alloué et puis par derrière, il y a la mauvaise gestion, les détournements et tout. C'est cela qu'on peut dénoncer à ce niveau. Parlant de réconciliation, on ne revient tout le temps que sur la question de la réconciliation. Mais quand on voit les Ivoiriens dans les quartiers, quand on les voit dans le quotidien, dans la vie professionnelle, les Ivoiriens n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. Mais c'est plutôt au sommet, au niveau des politiques. Alors, s'il y a possibilité que ces politiques-là s'asseyent une bonne fois pour toutes, pour trouver une solution, moi je ne parle pas d'amnistie, ou bien je ne parle pas forcément de gracier qui que ce soit, mais on est tous Ivoiriens. De sorte que les populations au plus bas niveau de l'échelle ont pu s'empoigner souvent, et puis ont pu dépasser et vivre ensemble en communauté, il faut que nos politiques là réussissent à le faire. Et puis plusieurs fois on le voit, quand il y a les différents dialogues politiques, on les voit, ils sont bras dessus, dessous, ils sourient à la caméra, ils font les photos et tout. Mais une fois qu'on approche chaque fois vers les périodes d'élection, ils deviennent des ennemis. Est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi dans cette... Mauvaise foi de la part de qui? De toute la classe politique. Je vais le dire. Aujourd'hui, là où nous sommes aujourd'hui, est-ce que c'est possible de pouvoir voir des responsables de l'opposition avec les responsables du RHDP, du parti au pouvoir? Ce n'est pas évident. C'est comme si aujourd'hui ils sont à couteau tiré. Mais bien évidemment, il arrivera un moment où ils finiront et puis ils viendront encore à des dialogues où ils souriront devant nous comme si rien de rien n'était. C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il n'y a pas de la mauvaise foi? Sur la question de la justice, c'est vrai, justice, on est tous d'accord pour la justice, mais en même temps aussi, il faut éviter le 2 poids 2 mesures. Parce que bien de fois, pendant les 15 années de la gouvernance du RHDP, il y a beaucoup de cas quand même où on a vu que certaines personnes qui devaient être interpellées pour des choses ne l'ont pas été. Et ça, on ne peut pas, le nier. Maintenant, il y a un autre souci. C'est vrai, au plan macroéconomique, il y a des chiffres, c'est la réalité. ATU a bien développé certains éléments économiques ici au plan international qui nous permettent de dire et de reconnaître que la Côte d'Ivoire est à un bon niveau. Mais sauf que, au plan micro, honnêtement, le chômage, il y a beaucoup de difficultés. Au plan social, les Ivoiriens se plaignent trop. Ça ne va pas. Et ça ne va pas, le président de la République lui-même le sait. C'est pour ça que dans son projet, il continue de proposer des solutions pour améliorer. Donc, à ce niveau-là, si je veux m'arrêter. Très bien. Docteur Kamena, allez-y. Oui, je voudrais, dans mon propos introductif, j'avais parlé d'effets pervers. Et quand je souligne l'effet pervers, ce sont des effets indésirés. Je reviens dessus, pourquoi? Parce que tout ce qui est en train d'être dit, c'est en comparant le bilan du RHDP à partir de 2010 jusqu'à ce jour. Je prends par exemple le niveau du logement. Dans la proposition du RHDP, puisque c'est du RHDP qu'il s'agit, il avait été dit, je me rappelle très bien du discours du président, je ne me rappelle pas du mois, mais il a dit, dès qu'il prenait le pouvoir, l'une des premières réformes, c'était de transférer la capitale économique, la capitale politique à Yamoussoukro. Mais ce que nous constatons actuellement, c'est qu'il y a un énorme investissement pour renforcer l'administration au niveau d'Abidjan. Ça, c'est un écart qui est constaté. Le deuxième écart, c'est au niveau même du coût du logement. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir accès à un studio, même pour ceux qui sont à Cocody, autour de 80 000. Le coût est élevé. Alors qu'en 2010, ce n'était pas à ce niveau. Donc, c'est ce cas-là qui est observé. Et quand on nous dit que la dette permet de se développer, je comprends bien. Mais au détriment de quoi? La dette, moi, je ne partage pas le point de vue du fait que la dette participe... C'est vrai, il y a des aspects et tout, mais j'analyse plus en termes de rapport de domination. Au prix de quoi vous vous endettez et au détriment de quoi? Parce que vous proposez des choses, quand la Côte d'Ivoire va s'endetter sur les marchés, qu'est-ce qu'elle met en jeu? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour moi, la dette, elle n'est pas un instrument, surtout qu'elle est présentée, le déficit est tellement élevé que cela met en danger les dégénérations. De quel déficit? Voilà, c'est ça. S'il vous plaît. Docteur Kamena, de quel déficit vous parlez? Vous parlez de déficit budgétaire?
Non, je parle du niveau de la dette. À des D'accord. milliards, je ne peux pas chiffrer ça actuellement. Mais si je me renseigne, je sais que ça a des milliards. Mais- S'il vous plaît, quand même, mais- s'il vous plaît. La quête est un peu- Vous terminez votre Voilà, développement. donc pour dire que le processus de remboursement de cette dette-là va mettre en danger des générations à venir. C'est sur ça que je veux m'arrêter. D'accord. Docteur Deroux. Ok. Je vais revenir, je reprécise. Hein. Je dis, je préfère l'amnistie à la justice des vainqueurs. Depuis 2011, qui, dans le camp Ouattara, a été jugé par rapport à la crise? Parce que c'est des élections qui entraînent des crises. Or, on sait combien de l'autre camp sont encore en prison. Or, il a dit, c'est de ça que je suis parti. Voilà, je comprends les experts. Ça aussi, c'est factuel, hein, pour parler comme les autres. Deuxième élément, je ne vais pas refaire le coup de la dette. Hein. Moi, Dieu merci que l'autre l'a déjà souligné. Je dis que l'utilisation, surtout que quand la phase Ouattara était à l'opposition, il avait déjà dit que 6 000 milliards de dettes, c'était trop. C'est ce que je dis. Revenons même sur le social, le logement. On a promis des logements sociaux comme à Brasilia, je pense que c'est l'expression, hein. On allait payer, je ne sais pas combien de mille par mois, ça n'a pas été. À telle enseigne que dernièrement, je n'ai plus la date, le gouvernement a voulu faire une inauguration de logements sociaux à Yopougon, je crois, à la cité BAE. Le lendemain, à la une du quotidien Fratmat. Savez-vous qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui ont souscrit, à qui on doit jusqu'alors dans cette affaire de logements sociaux? Ça existe. Le président Ouattara a promis moderniser les quartiers précaires. On les a détruits, je n'invente rien. Voilà, peu importe les chiffres qui viennent de New York et autres, ce que je dis, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je parle de discours triomphalistes. Je parle de discours triomphalistes. Voilà. On parle de bonne gouvernance. Mais la bonne gouvernance a des... Le rapport de la CDVR, si j'ai bonne mémoire, relativement à la crise en 2014, a insisté sur un fait par rapport à l'administration que les jeunes ont insisté pour qu'il y ait le mérite par rapport à l'accès. Est-ce qu'on est sûr qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'accès à l'emploi, les conditions de promotion sont réunies? Quand on voit certaines populations féliciter publiquement des maires pour avoir eu accès à des concours, ce n'est pas ça la compétence, ce n'est pas ça l'excellence dont on parle au niveau du... Moi, je vais en parler, parce qu'aujourd'hui, là, ben voilà. Moi, j'ai été porte-parole d'un collectif de docteurs ici. On a dénoncé des magouilles qui ont été fournies, preuve à l'appui, où le ministre a déclaré admis des gens qui n'ont pas composé. Qu'est-ce qu'on nous a fait? On les a mis en prison. C'est ça la compétence? Donc, au-delà de tout ce que les gens diront, ce sont des faits. Ce sont des faits. Dernier élément, il y a eu l'inauguration, je crois, en 2020, d'une voie, je n'ai plus trop ça en tête, au niveau d'Abengrou Agnibilekro. La première pierre a été posée, ça fait 5 ans aujourd'hui. Voilà. Il ne faudrait pas que la CEMU, même la CEMU, j'ai remarqué que c'est à chaque fois, on dit jamais, on donne toujours le nombre d'enrôlés, mais ce n'est pas au nombre d'enrôlés que ça se mesure. Quelle est la qualité? C'est dernièrement, je crois, il y a 2 ou 3 semaines, que les produits ont commencé à s'étendre. Banga, même ici, sur un plateau, l'a dénoncé un jour. Voilà. On l'a dénoncé. Le prix du cacao, le prix des planteurs, le président Ouattara, quand il était alors opposant, a dit qu'il avait parlé, je crois, d'un certain pourcentage au niveau de l'international. Voilà. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour revitaliser la CEMU. Il ne faudrait pas attendre quand il y a la campagne pour faire un prix bon, accessible, même quand il y a une large différence avec le prix au niveau international. C'est ce que je dis. Donc, je n'ai rien inventé. Les Ivoiriens, dans leur réalité, ont des problèmes. Un étudiant, un ordinateur, ce n'est pas une réalité. L'accouchement gratuit, ce n'est pas une réalité. Le social, même les États dits développés. Pourquoi il y a un problème aujourd'hui en France? Parce que même les États dits développés, aujourd'hui on ne parle plus trop de capitalisme parce que l'État se permet, il y a certains domaines au niveau du social où l'État doit faire l'effort d'accompagner pour éviter un désordre. Voilà. Au niveau de l'électricité, je vais terminer par là. Il y a eu des matchs, je crois, en juillet 2016. Bouaké, qui était la capitale d'une révolution qui a permis l'accession de beaucoup d'hommes, je dirais, du RDP au pouvoir. À Bouaké, le siège du RD a été saccagé parce que le coût de l'électricité avait augmenté. Le mois d'août, si j'ai bonne mémoire, le président Ouattara a fait un discours où il a dit qu'il allait mettre fin au monopole qui serait à la base. C'est les choses que je n'ai pas inventées, c'est ce que je suis en train de dire. Donc dans le social, le kilowattheure d'électricité, il n'est pas abordable. Le mètre cube de l'eau, il n'est pas abordable. Ça n'a pas besoin des rapports du PNUD. C'est ce que je dis, c'est vérifiable. Ben voilà. D'accord, très bien. À la fin, Wakili. Bon, dernier point, je pense qu'il y a peut-être un monopole de fait, mais pas un monopole de juré dans la loi. Donc, s'il y a des opérateurs économiques, s'il y a des gens qui ont envie d'agir dans la distribution de l'électricité, il n'y a pas de problème.
Maintenant, la production est libre. C'est les coûts de production qui peuvent expliquer un certain nombre de choses et non un monopole éventuel. Sur la justice, il faut dire que la justice parfaite n'existe pas. On a vu que l'actuel président américain a failli être un prisonnier, il est même condamné. Il y a encore des procédures à la justice. Et lui-même, dans son propre pays, tout président qu'il est, il passe son temps à dénoncer des juges gauchistes ou je ne sais quoi. Donc, il faut faire très attention lorsqu'on dénonce une justice des vainqueurs, comme si on voulait une justice des vaincus. On a l'impression que c'est les vaincus qui veulent que leur justice soit exécutée quand ils dénoncent la justice des vainqueurs. C'est un débat ancien. Ça fait 15 ans qu'on est dedans. On doit pouvoir évoluer un peu. La justice des vainqueurs, au Sénégal actuellement, c'est quelle justice on a? C'est quelle justice on a? Hier, peut-être sous le président Macky Sall, c'était la justice des vainqueurs. Aujourd'hui, quelle justice on a? Avec peut-être un Premier ministre qui se plaint de cette justice qui le rend encore inéligible, mais qui traque certaines personnes qui dénoncent aussi la justice des vainqueurs. Terminons par la France. Certains peuvent applaudir les déboires de Sarkozy. Mais lui, il dénonce, il n'est pas content. Marine Le Pen, elle dénonce, elle n'est pas contente. Des magistrats sont menacés en France, pays démocratique. Donc, quand on connaît tout cet environnement, on essaie d'être prudent quand on parle. Et puis, je continue sur la dette pour dire que, voyez-vous, la Côte d'Ivoire doit avoir en termes de ressources internes à peu près, disons, je ne sais pas les chiffres précis, comme vous-même dites, tout le monde n'était pas précis. On peut penser que la Côte d'Ivoire elle-même a 8 000, 9 000 milliards par an. Mais lorsqu'on a fini de payer les salaires, lorsqu'on a fini de payer quelques frais de fonctionnement de l'État et une partie de la dette, mais il ne reste plus rien. L'État est au rouge. Peut-être même avons-nous à peine la capacité de gérer ça. La Côte d'Ivoire elle-même peut-être ne gagne que 8 à 9 000 milliards an. En interne, en ressources fiscales, ou 8-9 000 milliards. Quand on a fini de payer les salaires, quand on a fini de payer les charges de l'État et régler quelques petits problèmes, on ne peut même pas peut-être approvisionner les hôpitaux. On ne peut rien donner aux écoles. On ne peut rien construire. C'est cela la réalité de la dette. Et je pense, moi je suis pour qu'il y ait de plus en plus de transparence et que les dirigeants viennent pour dire. Ça existe d'ailleurs dans le budget, mais très peu lisent le budget. Le budget est public, cette transparence est à la disposition de tout le monde. Mais ils ne le lisent pas, les uns et les autres qui parlent. Lorsqu'ils parlent des affectations de la dette, personne ne lit. Il est important que chacun lise le budget et sache que sur les 17 000 milliards, voici ce que la Côte d'Ivoire dépense pour les fonctionnaires. C'est qu'elle dépense pour tous ses agents. D'ailleurs, les ratios dits ont été élevés et la BCAO a des critères, il fallait les diminuer, les salaires. Il doit avoir une part des ressources fiscales ou autres. On essaie de faire des efforts, mais c'est difficile. Il y a les charges de l'État. Pendant ce temps, alors que c'est déjà élevé, la prime est réclamée. Si on entre dans la prime pour les enseignants, ça fait 500 milliards à 1000 milliards en plus. Mais je pense que peut-être pour faire baisser la pression à un moment donné, peut-être si l'élection passe, s'il y a d'autres perspectives, le président, en côté des efforts qui sont faits ou le gouvernement, il pourrait encore accéder à une partie de ces primes. Mais c'est encore peut-être la dette. Toutes les augmentations qui ont eu lieu depuis des années, avec les accords sur la trêve, on nous parle de 500 milliards, de 1000 milliards. Mais c'est l'argent qu'on ne produit pas forcément. Tout ça, la dette est tirée dedans. Il est important, je pense, je lance cet appel, au-delà des débats de campagne, des débats politiciens et partisans, il est important qu'à un moment, les spécialistes de la question viennent pour dire la dette, voici ce qu'on a pris. Aujourd'hui, on est à 40-50 000 milliards, mais ça a été investi, ça n'a pas été détourné. C'est des soupçons, des allégations de détournement sans aucune preuve. Et il est important que dans des débats publics sérieux, on sort des soupçons, des allégations et des incantations. Des incantations, des détournements, des suspicions qui ne sont pas fondées sur des faits. C'est très, très important dans le discours public qui doit être très rigoureux. Donc, je tenais à dire ces choses-là. Et puis, on aura certainement l'occasion de revenir sur... D'accord, surtout qu'on doit passer au prochain candidat. Arthur Banga. Il faut éviter les choses qui sont fausses. Voilà pourquoi c'est important d'avoir des chiffres et de ne pas prendre son ressenti. D'abord, un historien doit le savoir parce qu'on travaille sur des sources. Je demande à tous les internautes qui nous suivent de taper prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest. Tu peux taper des roues.
Parce qu'il a dit que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est un mensonge. Allons doucement. Hein. Non, les prix ils vont taper, ils vont lire ce que je lis. Les prix de l'électricité en Afrique de l'Ouest varient considérablement avec des tarifs souvent plus élevés dans des pays comme le Bénin, 127 francs le kilowattheure, le Mali, 109 francs le kilowattheure, d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, environ 79,86 francs le kilowattheure pour les ménages. C'est un mensonge de venir dire en Côte d'Ivoire, c'est plus cher. D'autant plus qu'au Burkina, c'est 121 francs CFA le kilowattheure. C'est pour ça qu'il faut arrêter de prendre votre faux ressenti pour ce qui est vrai. Ce qui est vrai, c'est ce qui est structuré. Sur lesquels on fait des recherches, des enquêtes. Vous avez menti tout de suite sur le prix du kilowattheure parce que pour vous, les chiffres, il faut les rejeter. Il faut aller, si on a croisé quelqu'un qui a fait, donc on a fait. Si on a croisé quelqu'un qui a mangé, donc on a mangé. C'est faux. Et tu es un historien, c'est dangereux. Allons doucement. On travaille sur des sources, sur des chiffres, sur des données. Et les données du kilowattheure sont là, elles sont claires. La Côte d'Ivoire, elle est un des pays qui a le prix d'électricité le plus bas en Afrique de l'Ouest. Arrêtez de dire des choses fausses à la télé aux heures de grande écoute. D'accord, très bien. Docteur Koulibaly. Oui, je dirais que je comprends le collègue. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont tellement d'attentes et c'est normal. Nous attendons beaucoup de ceux qui nous dirigent. Donc, c'est normal qu'il y ait ce genre d'appréhension. Mais honnêtement, au niveau de la dette ivoirienne, je reviens là-dessus. Lorsque vous allez sur le site du ministère de l'Économie et des Finances, vous verrez que le budget est en ligne. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire n'est pas secret. C'est un document qu'on peut télécharger, lire et voir les lignes de financement. Et nous qui sommes dans l'administration, on sait qu'il y a beaucoup d'infrastructures qui sont en cours de réalisation. Donc, on pourrait dire que quelque chose est réalisé. Je préfère ne pas me prononcer sur les questions de corruption. Parce que parler de corruption, il faut avoir des preuves. Le soupçon, c'est normal. Le bénéfice du doute, c'est normal. La présomption d'innocence, c'est normal. Tant que nous n'avons pas des enquêtes sérieuses démontrant qu'il y a eu des corruptions, je considère ça comme juste des soupçons, des appréhensions. Mais ce qui est important, c'est de se rendre à l'évidence que nous sommes dans l'ère du libéralisme. Et dans le libéralisme, un État ne peut pas prétendre se développer sans contracter des dettes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas se contenter de nos ressources intérieures et se développer comme on veut, sauf si on veut se développer à pas de tortue. Mais en voulant un développement rapide, il faut forcément renforcer les ressources intérieures par des apports extérieurs. Le plus important, c'est de se demander est-ce que nous avons les capacités de rembourser les dettes que nous contractons. Si oui, est-ce que nous les affectons à des dépenses permettant à l'État de Côte d'Ivoire de se développer? Si oui, c'est normal. Voilà. D'accord. Très bien. Alors, on peut passer au prochain candidat, si vous le voulez bien, monsieur, ou quelqu'un veut revenir sur le premier sujet? Bon, si vous permettez. Hein. Oui, allez-y. Alors, je n'ai pas dit que c'est excessif. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Et je souhaiterais... S'il vous plaît, s'il vous plaît. Demander à Je vais réitérer, hein, je suis désolé. C'est dangereux pour un historien. C'est la seconde fois que je réitère ça. S'il vous plaît. Voilà, je vais pas quand même... On a bien commencé, les gens nous suivent. Allons-y doucement. J'ai dit, je vais recadrer parce que vous ne pouvez pas sortir mes propos de leur contexte. Au niveau du social, la politique qui a été menée, il y a plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues. On a parlé de mettre fin au monopole parce que le coût de l'électricité... Ici, on n'est pas au Burkina. Voilà, on est en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est le président burkinabé qui a été élu. Voilà. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, dis... S'il vous plaît, ne pas... Pardon. Si Arthur était pendant que je parle, je pense que ça va faciliter les choses. Non, s'il vous plaît, laissez-moi faire la police. Vous avez la parole, allez-y, parlez. D'accord, donc c'est ce que je vais dire. Alors, je réitère pour dire, vous voyez que le niveau social, personne n'en parle. Hein. On prend des coûts, voilà. Je n'ai pas dit que c'est le plus élevé dans la sous-région. Nous, notre capacité productive d'électricité, ce n'est pas la même chose que dans les autres pays, donc on ne peut pas avoir le même coût. On ne peut pas avoir le même coût. Alors, revenons encore à un élément important pour montrer que le social est raté. Quand un pays est développé, on ne le fuit pas. La Côte d'Ivoire a un taux très élevé au niveau des jeunes. Bon, un pays est développé et les jeunes quittent le pays. L'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Tunisie, j'oublie l'année, hein, disait une fois que quand en Tunisie, il y a peut-être 5 ou 6 corps qui sont repêchés, il y a 3 Ivoiriens, c'est vérifiable. Hein. Un pays qui va bien, il ne fait pas fuir. Un pays qui crée des richesses, on reste pour les... Vous voyez Trump, aux États-Unis, il barricade, il y a une police contre l'immigration parce que les gens viennent dans son pays. Mais les Américains ne fuient pas le pays. Voilà. Donc il y a aussi un contraste. Très bien. Je résume pour dire qu'il y a un contraste entre les chiffres annoncés, c'est ce que j'appelle le discours triomphaliste de la croissance et les réalités. Au niveau du social, c'est un échec.
Ben voilà. Très bien. Ali, permettez-moi de réagir. Ah, décidément. Bon, allez-y rapidement. Non, M. Derou, vous avez dit que le prix du kilowattheure à Côte d'Ivoire est inaccessible. C'est inaccessible, là, c'est faux. Parce que le prix du kilowattheure en Côte d'Ivoire est l'un des plus bas en Afrique de l'Ouest. Vous avez parlé de l'immigration. D'abord, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai travaillé sur le profil des migrants. Effectivement, le profil des migrants, docteur Fofana en avait parlé la dernière fois, beaucoup ont ri. Non, le profil des migrants, un pauvre ne migre pas. Hein. La migration, là, pour quitter ici, jusqu'en Tunisie, c'est 2-3 millions. Donc, ce n'est pas les questions d'argent. Ce n'est pas un pauvre qui migre. Un pauvre ne migre pas. Hein. Un pauvre ne peut pas migrer. Donc, quelqu'un qui a 3 ou 4 millions dans son pays pour migrer, il n'est pas pauvre. Il a d'autres aspirations. En fait, quand on parle du socialisme, c'est faux. Le social est bon. Et comme vous ne voulez pas avoir des données, vous refusez d'avoir des sources, moi, je dis aux Ivoiriens, chacun a son ressenti. Donc, on va tous se ficher sur les ressentis. Qui mesure le social dans le monde? C'est le PNUD. Il a un taux qu'on appelle le taux de pauvreté. Si le taux de pauvreté a baissé, c'est que ta politique sociale est bonne. Il y a un autre truc qu'on appelle l'IDH. Si ça a augmenté, c'est que ta politique sociale est bonne. Et donc, quand on me fixe ces deux choses-là, la Côte d'Ivoire a réussi des choses, des performances qu'elle n'a jamais obtenues. Donc, se venir s'asseoir tous les jours, comme on entend souvent, les chiffres macro sont bons, mais le micro est mauvais, c'est faux. Parce que dans la politique, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, depuis 70 et les années 80, on ne paye plus de filets sociaux. C'est la première fois qu'on le fait. La CMU, j'étais le premier à dire que la CMU ne fonctionnait pas. J'ai rattrapé ça, puis je suis venu dire que j'ai mon ami qui s'est fait un scanner à l'hôpital de Toumaudi à 2000 francs avec sa CMU. Pas plus tard que hier, dans tous les hôpitaux qui sont fichés, qui sont reconnus, 70% des examens des diabétiques et des hypertendus sont pris en charge par la CMU. Donc, venez dire que la politique sociale, quand on dit que la politique sociale, on doit évoluer, oui, mais dire que c'est un échec, c'est faux. C'est totalement faux. Et les chiffres l'attestent. Les chiffres du PNUD, les mesures de la CMU. Je peux encore citer beaucoup de chiffres qui l'attestent. Tu as peut-être un problème avec les chiffres. Arrête de te tromper sur tes faux ressentis. Cherche les chiffres, c'est la méthode de l'historien. Merci, et je répète, merci Arthur. On vous a entendu. À la fin, rapidement. En espérant qu'on en finira quand même, je veux dire qu'il y a environ 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire en ce moment. Et le lot d'Ivoiriens à l'étranger qui forment la diaspora et qui fait qu'on parle de la 32e région, si on met les deux districts, ça fait 34 régions. Le lot d'Ivoiriens de la diaspora, si on fait le rapport, on peut peut-être à 5 millions d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Sur la liste électorale, ça ne vaut pas... Ça ne vaut pas 10%, ça peut être 2, 3, 5%. Donc, quand vous dites que les Ivoiriens fuient leur pays, vous êtes là, vous n'avez pas fui. Pourtant, vous n'êtes pas riches. Ceux qui partent savent pourquoi ils partent. Il y a plusieurs raisons. Et il y a des expatriés de France ailleurs, des Américains. Oui, tous les Américains ne sont pas en Amérique. Ce n'est pas parce que leur pays est pauvre. Il faut vraiment éviter d'être excessif. Nous reconnaissons que tout n'est pas parfait dans le pays. Il y a des choses, mais il faut peut-être éviter de dire des mots pouvant choquer et n'ayant pas forcément un rapport avec la réalité. Puisque même sous la Côte d'Ivoire du miracle, avec le président Houphouët-Boigny, c'est là que les Ivoiriens ont commencé à aller à l'étranger. Même si on se moquait des Ivoiriens pour dire qu'ils ne voyagent pas. Ils pensent qu'ils sont le centre du monde, il n'y a rien d'ailleurs. Mais les premiers Ivoiriens partis en France, c'est sous Houphouët-Boigny. Les premiers exilés partis aux États-Unis, restés pour avoir d'autres nationalités ou autres, c'est sous Houphouët-Boigny. Donc vraiment, il faut éviter, c'est ce que je voulais dire en espérant qu'on pourra avancer. Très bien, on a 18 000 personnes, 10 000 dans le live YouTube et 8 000, un peu plus de 8 200 dans le live Facebook de cette émission. Merci de nous suivre. On va passer aux autres candidats, messieurs, si vous le voulez bien. On en a 4 autres dont on doit parler. La prochaine, c'est Simone Gbagbo, qui a prêché la réconciliation et ses chances de remporter le scrutin depuis Boisflé. Messieurs, vous avez tous reçu le programme de la candidate Simone Gbagbo. Comment? Pas très tôt. Pas très tôt peut-être, oui, mais bon, vous êtes censé les recevoir parce que vous commentez l'actualité depuis toute cette semaine. Analyse, on va commencer avec vous, docteur Derou, sur la candidate Simone Gbagbo. Ben, je dis d'abord, toute candidature, il y a la personne et puis il y a le programme. Absolument. Voilà. Bon, peut-être là, je suis pour les opposants qui vont aux urnes. Les opposants qui vont aux urnes? Ils vont aux élections. Parce que pour moi, c'est l'une des possibilités dont l'opposition dispose actuellement pour inverser la tendance. Donc, dans ce sens-là, leur démarche, au-delà de tout ce qui se passe, leur démarche, je la trouve quand même rationnelle, au-delà de tous les
dysfonctionnements aussi notables qui puissent émailler le processus électoral, pour moi, ils n'ont pas d'autre choix de le faire parce que si boycott y a-t-il, il y a eu boycott en 2020, ben, on est toujours dans la même situation. Donc la démarche d'aller aux élections, au-delà de toutes les réalités qui sont présentes, je la salue. Deuxième élément, c'est la personne de Simone. Ben, voilà. Je la trouve résiliente. Voilà, résiliente parce qu'en 2010, après la crise, bon, elle n'était pas en vacances. Il y a eu beaucoup de choses qu'elle a subies. Ressortie de là pour se positionner au niveau politique, je trouve ça, voilà. Je pense que dans son programme, elle parle aussi de souveraineté. Voilà, c'est un mot qui arrive bien. Ses avantages, si vous permettez, elle est une femme. Voilà, donc, dans la psychologie collective, bon, on ne dira pas qu'on va la voter par curiosité, parce que je pense quand même qu'elle a aussi une carrure politique que ceux qui suivent la Côte d'Ivoire depuis un bon nombre d'années au niveau politique peuvent identifier. Elle a l'avantage d'être rejointe par Charles Blé Goudé. Voilà. Je pense que c'est aussi quelque chose qu'elle peut capitaliser, bien qu'elle ait accompagné tous les candidats, il l'accompagne. Au niveau de son programme, j'ai vu qu'au niveau de l'éducation, on parlait d'étendre au niveau du technique. Voilà, je pense que c'est aussi présent chez certains candidats. Il y a beaucoup de mesures qu'on retrouve, voilà, qu'on retrouve. Alors moi j'estime qu'elle, à son niveau, son programme est fluide, voilà, il est bien résumé. Maintenant, qu'est-ce qu'elle offre? Voilà, elle table sur le social, comme je l'ai dit, elle essaie de rassurer sur le social. Et je pense que pour ces élections-là, c'est un élément qui peut être en sa faveur, qui peut jouer. Voilà, quant à elle maintenant d'essayer de voir ce qu'il pourrait faire sur le terrain. D'accord. Alors, avec le concours de la réalisation, on va voir les images de ce qui s'est passé à Boisflé avec la candidate Dr Simone Yves Gbagbo. On va marquer une courte pause, messieurs, on se retrouve dans quelques minutes. Ambiance des grands jours à Boisflé, dans le centre-ouest du pays, pour cette première journée de campagne de Simone Yves Gbagbo, candidate du MGC, Mouvement des Générations Capables. Je suis venu vous confier la candidature, vous les jeunes, de Dr Simone Yves Gbagbo. Vous allez la voter pour changer la Côte d'Ivoire, pour une école, pour notre agriculture qui va être transformée, pour tout ce qui a été dit avant moi. Vous allez donc la voter. Vous la connaissez. Elle a un vécu. Elle a de l'expérience. Aux femmes de Côte d'Ivoire, vous devez être les premières même dans les yeux. Dans son adresse, l'ancienne première dame a mis l'accent sur l'économie locale, la transformation des produits agricoles et la promotion d'un programme qu'elle veut centrer sur les populations. Nation, il ne faut pas se contenter de rendre la Côte d'Ivoire belle. Il faut rendre les Ivoiriens heureux. Ça là, c'est ça mon objectif. Rendre les Ivoiriens heureux, rendre les Ivoiriens assurés dans leur confort, dans leur bien-être. Il faut que les Ivoiriens soient heureux là où ils se trouvent. Or, pour être heureux, il faut que tu sois assuré de ta sécurité. Une candidate qui redonne espoir à ses militants. Après Boisflé, Simone Gbagbo prévoit une tournée dans plusieurs régions du pays, notamment Gagnoa, Boaké et Daloa. Elle dit mener également une campagne de proximité axée sur la justice sociale et la réconciliation. « 1975-2025. Depuis 50 ans, Petrosi est le pilier de l'énergie dans notre pays. Le gaz butane à la portée de tous les ménages, c'est Petrosi. Les énergies propres et bon marché qui alimentent nos industries, c'est aussi Petrosi. Les bus émergents qui roulent au gaz naturel véhicule, c'est aussi Petrosi. 258 km de pipeline multi-produits d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est aussi Petrosi. 200 000 barils de pétrole jour d'ici 2028, c'est aussi Petrosi. Petrosi. Produire l'énergie d'une nation forte. Le laboratoire d'analyse minérale de la SODEMI existe depuis 1962. Un laboratoire accrédité selon la norme ISO-IEC 17025 version 2017. Chaque année, des milliers d'échantillons dans le domaine de la chimie générale sont analysés ici. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe. Objectif: soutenir les travaux de prospection, d'exploration géologique, ainsi que les activités d'exploitation minière sur le territoire ivoirien et dans la sous-région.
Sodemi, plus de 60 ans au cœur du développement minier de la côte. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour, des mises à chaque instant, des 1x Freebets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez 1xBet, les vrais pros connaissent le game. Avec 1xBet, c'est toujours bien fait. 1xBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Chaque projet commence par une idée, un défi à relever, une vision à concrétiser. Chez Unfold, chaque brief se transforme en réflexion collective. Nos experts croisent leurs talents et donnent vie à une stratégie unique. De la réflexion à la production, de l'impression à la pause, chaque étape est maîtrisée avec passion et rigueur. Puis vient le moment clé. Celui où votre message capte l'attention et crée la connexion. Avec Unfold, la cible est dans votre viseur. Créée en 1983, la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire a 3 missions principales. Le stock des hydrocarbures pour les besoins nationaux, le stock pour les opérateurs privés et la livraison de produits aux distributeurs agréés. Pour y arriver, Gestosi a étendu sa toile en s'installant en plus d'Abidjan, à Yamoussoukro et à Bouaké. Des prestations qui valent à l'entreprise des distinctions telles que le prix national d'excellence de la meilleure entreprise du pétrole en 2021 ou encore la notation Good suite à l'inspection du GIG. Depuis juillet 2022, Gestosi est la première entreprise pétrolière ivoirienne titulaire de la triple certification QSE. Gestosi, 40 ans d'assurance énergie, leader du stockage. Le ministère des Transports rappelle qu'en application de l'arrêté numéro 0140 MT CAB DGTTC du 30 octobre 2024, les agents commis au contrôle routier ou à la visite technique automobile doivent apporter la preuve de la notification des infractions routières détectées par le système de transport intelligent STI au propriétaire ou au conducteur du véhicule automobile. Lorsqu'à la demande du conducteur ou du propriétaire, l'agent commis au contrôle routier ou à la visite technique n'est pas en mesure de rapporter la preuve que des notifications ont été faites à son adresse connue dans la base de données du ministère des Transports, il est tenu de libérer le véhicule qu'il a immobilisé ou de poursuivre la procédure de visite technique. Stop à l'incivisme sur la route. Petrosi. Produire l'énergie d'une nation forte. Port autonome d'Abidjan, une référence internationale. La Sodemi, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. De retour sur le plateau de NCI 360, au cœur du décryptage de l'actualité de la semaine marquée par la campagne qui bat son plein en Côte d'Ivoire depuis le 10 octobre dernier jusqu'au 23 prochain, avant la présidentielle du 25. Dans la première partie de cette émission, nous avons parlé du candidat du RHDP, le président Alassane Ouattara, évidemment parce qu'il est le président sortant. Les uns et les autres se sont arrêtés sur son bilan, notamment qui a été convoqué et questionné par les uns et les autres, raison pour laquelle nous avons dû marquer beaucoup de temps sur le candidat. Place à présent au décryptage de l'actualité de la candidate Simone Aïvé Gbagbo. Docteur Derou, vous aviez commencé. Alafé Ouakili, c'est à vous. Voilà, et je pense qu'elle était à Bouaflé. Elle a tenu son meeting, passé un message, on a pu regarder son programme. C'est le slogan « Nous sommes capables », parce que nous sommes capables. C'est un document de quarantaine de pages. On monte un effort qui a été fait pour élaborer quelque chose. Le mouvement des générations capables a un programme transformationnel. Au niveau des points forts, on note une lutte radicale contre la corruption, une réforme institutionnelle profonde, une industrialisation orientée vers les chaînes des valeurs régionales. Elle parle aussi un peu d'éco-responsabilité, un peu d'environnement. Le parti propose un nouveau découpage en 12 régions et une refonte du système éducatif avec intégration des langues locales. Il y a aussi un projet de construction de 3600 classes par an,
soit 18 000 classes en 5 ans, je pense qu'il y en a eu plus. Hein, voilà. Mais c'est tellement que les besoins sont amoindris par rapport aux efforts qui ont été faits. Limitation à 30-40 élèves par classe. Est-ce qu'avec le nombre de classes prévues, c'est possible d'atteindre un tel ratio? Une réforme de l'alphabétisation, bilingue, encore langue locale et français, l'enseignement technique dès le secondaire, bon, voilà, et puis intégration des valeurs citoyennes et éthiques. Donc, c'est quelque chose que nous avons pu lire, et puis, bon, on le dit, on attend les observations aussi des autres pour en reparler. D'accord. Docteur Banga? Oui, déjà, je suis d'accord. Elle incarne quelque chose, Simone Gbagbo. Elle incarne cette résilience, elle incarne une alternative à gauche. Elle incarne... je pense qu'il y a dans l'idée aujourd'hui des gens, elle peut être très dure, il y a ce côté, mais il y a ce côté représentant de femmes qui s'est battue, et donc elle incarne quelque chose. Je pense aussi, comme Derou, que l'apport de Charles Blé Goudé sera capital pour elle, parce que c'est un bon tribun, c'est quelqu'un qui a une structure politique qui est relativement implantée, qui est le COGEP. Donc, les autres candidats, justement, quand vous regardez les candidats à part Ouattara, ils ont des problèmes de lieutenant en général, ou des problèmes... Il n'y a pas de visage qui peut faire une sorte de bataille quand le leader ne sera pas là. Là, avec Charles Blé Goudé, elle a de la voix. Et puis Charles Blé Goudé, il a toute une équipe qu'on connaît déjà, hein, Metoura. Et puis je pense qu'elle a eu aussi... Agoubli d'Objectif République. Ce sont des éléments qui sont intéressants. Elle a pu conserver une partie du cap avec elle. Ça pourrait être intéressant dans la dynamique de sa campagne. Maintenant, sur son programme, il y a un ancrage à gauche quand même, parce qu'elle parle aussi de lutte néocoloniale contre de souveraineté. De souveraineté. C'est assez intéressant parce que beaucoup de gens disent aujourd'hui gauche-droite, c'est la même chose. C'est bien de voir qu'il y a quand même une différence. Même si le thème souveraineté est revenu dans le programme de Ouattara, on voit bien qu'il est plus insistant ici et qu'on va arriver sur Domelo encore plus dans ces questions. Après, oui, il y a des mesures intéressantes. Bon, je ne dirais pas intéressantes parce que, contrairement au programme du RAGP ou un peu à celui de Domelo même, il n'y a pas vraiment de trucs très précis, de trucs très... On voit par exemple création de collèges, etc. Combien, ça on ne sait pas encore. Ça peut se conserver. Puis après, comme j'ai dit, il y a des mesures qui sont plus ou moins déjà prises ou plus ou moins déjà appliquées. La mesure qui peut faire discussion, d'ailleurs, c'est très bien parce que ça revient sur la question de l'éducation. Si vous limitez aujourd'hui 30 à 40 élèves par classe, tous les enfants ne vont pas en classe. Il y a eu une sorte de libéralisation de l'éducation qui fait qu'on a encouragé les gens à aller beaucoup plus à l'école. Donc, si vous dites en Côte d'Ivoire, une classe s'arrête à 30 ou 40 personnes, qu'est-ce qu'on fait de 41e? Alors qu'il y a des régions, il y a des régions où, effectivement, quand vous rentrez dans les écoles publiques, moi, mon père, il a été enseignant sur tout Songon. À l'époque, il y avait 15 ou 20 à Badian-Kouté, à Godoumé, papa, avec 15 ou 20 élèves en classe. Alors que dans certaines écoles publiques d'Abidjan, ils étaient déjà à 150 en classe. Quand papa a quitté à Badian-Kouté pour venir à la cité verte, c'était devenu important. Donc, la carte scolaire n'est pas unanime. Il y a des zones où, effectivement, il y a une surpopulation en moyenne. Il y en a d'autres où il y a un déficit. Donc, si vous prenez cette mesure, vous ne pouvez pas l'appliquer. Peut-être, ça peut être un projet. Je suis d'accord, on peut se projeter en se disant que dans 5, 10, 15 ans, on va limiter. Mais si aujourd'hui, vous prenez la décision de limiter l'accès à une classe à 30-40, vous mettez dehors une bonne partie des élèves. C'est ça quelque chose. On a une phase qui est très importante. Croissance démographique importante et accroissement de l'accès à l'école. Ça va faire quoi? Ça va faire que vous voulez plus de gens qui vont à l'école. Et donc, quand vous construisez, vous pouvez construire beaucoup, mais ça n'a pas l'air d'aspirer tout cela, puisqu'il y en a beaucoup plus qui viennent tous les jours. C'est pour ça qu'il faut continuer à construire jusqu'à ce qu'on arrive à une moyenne qui permettra ça. Et ça, c'est important de le dire et de le préciser. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas faire de programme scolaire en Côte d'Ivoire sans insister sur le nombre de classes scolaires. Elle parle même de 18 000. Je pense qu'on a déjà dépassé les 18 000 classes. Donc, elle propose de faire quelque chose qu'on a déjà fait en mieux. Ça prouve déjà l'effort qui a été fait justement dans la constitution des salles de classe par le gouvernement. Mais c'est très bien. Je pense que Simone Gbagbo, oui, pour moi, ça peut être un projet intéressant. C'est un projet un peu ancré à gauche, qui a des grandes lignes. Après, j'aurais aimé avoir plus de décisions, même si on a des chiffres intéressants, 70 milliards par an pour équipements et médicaments, couveuse dans tous les hôpitaux publics.
Ça va nous coûter combien? Mais bon, c'est ça un peu. Très bien. Docteur Kamenan? Oh oui, comme mes prédécesseurs l'ont dit, je note qu'il y a cet engagement qu'elle a pris en tant que présidente du mouvement des générations capables. Mais cet engagement sont répartis sur 3 piliers quand vous écoutez la candidate, autour de la réconciliation, autour de la transformation et autour de la souveraineté. Et l'une des choses, en notant son programme, j'ai vraiment apprécié la question de la création d'une industrie de chaîne de valeur qui vise à valoriser les ressources locales en renégociant les contrats miniers. Elle met l'accent autour de l'or, du diamant. Donc, on a vu tout dernièrement un champion national qui a eu accès aux mines. Et ça, je pense que c'est dans cette ligne droite à des produits des champions nationaux qui vont avoir des ressources, gérer des ressources directement de la nation. Et je note aussi également que dans son projet, elle, par son passé socio-historique qui a été présenté, elle parle de réconciliation, mais je pense qu'elle est vraiment légitime pour parler de cela, au regard de ce qu'elle a vécu et au regard de celui qui est comme son lieutenant, parce qu'ils ont à peu près traversé les mêmes situations. Donc, ils ont la capacité de réconcilier, pour moi, pour réconcilier cette Côte d'Ivoire qui est tant fracturée d'un côté et puis joyeuse d'une autre part. Donc, dans cette même dynamique-là, je vois un autre aspect innovateur en termes de gestion responsable de l'environnement. Donc, c'est comme s'il y aura tout un projet déployé pour mettre l'accent sur la capacité à gérer l'environnement dans l'esprit du développement durable. Et l'autre aspect que je souligne, c'est également une économie basée sur les piliers qu'elle dit maîtriser, c'est-à-dire réduction de la dépendance aux importations. Nous parlions de la dette. Donc, je pense que c'est un élément qui pourrait favoriser la question de la réduction des importations. Donc, c'est un élément qui apporte un élément de réponse aux candidats du RHDP. Mais l'une des choses que j'ai constatées au niveau de tous les candidats qu'on a vus, c'est l'accent même qui a été occulté sur la question de la famille. Quand je me réfère à la Constitution en son article 5 qui dit que la famille constitue la cellule de base de la société et l'État en assure sa protection. Donc, j'ai parcouru les programmes et je n'ai pas vu un accent particulier. On prend les jeunes, on prend les enfants, on prend les parents, mais sur la cellule familiale, je ne vois pas de candidats proposés, de projets de société concernant la cellule familiale, alors que la cellule familiale est le point de départ de la société. Si les valeurs qui sont inculquées au niveau de la cellule familiale ne sont pas des valeurs solides qui permettent de produire des citoyens capables de s'intégrer, ça va fragiliser. Lorsqu'on a fait le débat sur l'éducation nationale, l'un des points qui a été mis en évidence, c'était la responsabilité des parents. Donc je pense que les candidats doivent faire l'effort de travailler de sorte à actualiser l'article 5 de la Constitution. Je n'invente rien. La famille constitue la cellule de base de la société. Donc c'est sur ça que je voudrais m'arrêter pour le moment. Très bien. Gaël Lakpa? Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? Nous parlons de Mme Simone Eivey Gbagbo, candidate à l'élection présidentielle de Côte d'Ivoire. Alors, Mme Simone Eivey, c'est une grande figure de la gauche depuis les années 90. Elle est résiliente. On l'a vu après tout ce qui s'est passé après la crise post-électorale de 2010. Elle est sortie de prison. Après, on a pu constater son divorce politique avec le FPI aussi du président Laurent Gbagbo. Après cela, je reviens sur le fait que ici, là, elle n'a jamais été candidate. Donc, c'est un test pour elle, c'est un test grandeur nature. Pour elle, elle a l'occasion de faire ses preuves. Et puis, pour moi, elle peut représenter l'alternative finale pour l'opposition. Pourquoi je le dis? Parce que après qu'elle ait créé le MGC avec certains partis proches, dont le COGEP et le PIP, la plupart de tous les partis qui sont dans la CAP, elle a été à l'initiative. Et après, avec le PDCI, ils ont cheminé, ils avaient des revendications. Et finalement, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a certains membres de cette CAP-là qui n'ont pas été retenus et elle a été retenue. Bon, je ne suis pas sûr que les contacts soient forcément fermés entre eux. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le même profil. Elle est candidate, mais je dis qu'elle peut être la dernière alternative finale pour l'opposition qui, à la veille de l'élection, peut-être lancera un mot d'ordre pour appeler les gens à aller voter Simone Eivey. Ça peut peut-être faire sourire, mais c'est une possibilité tant que nous sommes sur le terrain politique. D'accord. Alors, j'ai parcouru son programme de société. Je le trouve réaliste parce que, comme vous vous souviendrez,
au départ de mes propos, j'ai dit qu'il y a la Côte d'Ivoire qui est là, il y a les défis. Donc, tout candidat qui vient proposer quelque chose, ça doit être en adéquation avec les défis. On ne peut pas être en dehors. Alors, j'ai remarqué la réforme radicale du système électoral et de la gouvernance. On voit que l'opposition, depuis des années, ne fait que parler du système électoral, Elle promet que si elle prend le pouvoir, elle pourra faire ce changement radical. Tu peux me poser une question? Non, mais justement. Bon, je laisse finir. Non, laissez terminer. Voilà. Donc, il y a l'objectif ambitieux d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB à 30% en 5 ans. Elle propose la gratuité des soins pour les enfants, les femmes enceintes. Et puis, elle propose aussi un revenu temporaire pour les chômeurs. À côté de cela, elle propose la construction, bon, Alafé l'a déjà dit, la construction de 18 000 salles de classe en 5 ans. La politique de lutte contre la déforestation qui est vraiment importante dans ce que les politiques doivent nous proposer aujourd'hui. Et puis, finalement, il y a la proposition du tourisme médical. Mais ce que je voulais souligner, c'est que je n'ai pas vu la question de l'orpaillage clandestin. Et même avec le candidat du RHDP. Alors que c'est un véritable problème qui est en train de détruire nos forêts, qui est en train de détruire nos sols, qui est en train de détruire nos eaux à l'intérieur. Et ça devient un véritable problème, même pour les sous-préfets, pour les chefs du village, c'est un véritable problème. Mais dans la plupart des programmes qu'on a pu parcourir, pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas cela. Et je pense que c'est un bémol. Très bien. À ce niveau. Docteur Coulibaly? Oui, je commencerai par là où on a terminé. Il faut dire qu'au niveau de l'orpaillage, bon, c'est un domaine où j'interviens un peu. Très bien. Il y a des choses quand même qui sont faites. Pour ce que je sache, la Chambre des métiers a lancé une activité qui consiste à identifier et immatriculer les orpailleurs qui sont dans le domaine artisanal. Donc, une cartographie sera faite et ils sont accompagnés de certaines ONG pour travailler sur la question. D'accord, revenons sur le programme de Simone Eyivé. En ce qui concerne le programme de Mme Simone Eyivé, vraiment, je suis touché par le fait que dans ce programme, il figure l'élément portant sur la réconciliation. Elle est vraiment mieux placée de prôner la réconciliation, si tant est qu'on doit toujours parler de réconciliation. Le mot réconciliation des cœurs, pour moi, est un mot juste pour permettre aux Ivoiriens de surmonter, d'aller au-delà des appréhensions et de vraiment travailler la main dans la main. Dans son programme, elle a parlé d'environnement durable, c'est une bonne chose. Elle a tenté d'évaluer le nombre de classes à construire pendant 5 ans. Je pense que c'est à revoir avec la vitesse de l'augmentation des enfants qui doivent aller à l'école. Même si on a des établissements privés, ça ne cadre pas avec le nombre d'enfants par classe. Ça ne pourra pas marcher, il faudra augmenter à ce niveau. Alors, elle a parlé de l'économie locale, oui. Nous avons besoin de transformer les produits locaux pour pouvoir concurrencer les produits qui viennent de l'extérieur. De façon générale, je trouve que son programme est beaucoup pragmatique, beaucoup adapté à la réalité. Et elle est accompagnée de personnes pouvant l'aider à faire entendre sa voix sur le terrain. Pour moi, c'est une candidature qu'il ne faut pas négliger. D'accord. On va parler d'Henriette Lagou, candidate à la présidentielle également, qui a opté pour une campagne de proximité qui peut-être n'a pas encore fait de rassemblement de masse. Son tout premier meeting de grande envergure est annoncé pour demain lundi à Daoukro, mais la candidate de GPP s'est largement exprimée à travers les médias sur son projet de société où elle prône une Côte d'Ivoire des valeurs. Je vous propose de voir ce sujet, on en parle juste après. Alors, d'accord, très bien, on reviendra sur la candidate Henriette Lagou, je le rappelle, qui est attendue à Daoukro demain. Donc on reviendra évidemment sur son meeting les jours à venir, dans notamment plusieurs programmes, dont la quotidienne info. À présent, on va s'intéresser à un autre candidat, Jean-Louis Billon, le candidat du Congrès démocratique, qui a lancé vendredi sa campagne depuis la commune de Marcory. Il y a présenté les grandes lignes de son projet, réconciliation nationale, transformation économique et renouvellement de la classe politique. L'ancien ministre du Commerce rêve d'un second tour face au président Alassane Ouattara. Un sujet signé Salif Fialeko et Karine Kassi. Commune de Marcory, stade Conan-Raphaël. C'est le lieu choisi par le candidat du Congrès démocratique, CODE, à l'élection présidentielle Jean-Louis Billon,
pour lancer sa campagne vendredi soir. Face à de nombreux sympathisants, l'ancien ministre du Commerce a décliné sa vision. Ma vision est simple. La réconciliation, la prospérité et la souveraineté économique. Tout d'abord, la réconciliation. Aucun développement n'est durable dans la division. Nous devons retrouver l'union. Nous devons retrouver la cohésion sociale. Avec Jean-Louis Billon, aucun Ivoirien ne sera exclu du processus de développement. L'homme d'affaires rêve d'un second tour avec le président sortant, Alassane Ouattara. Pour cela, il a invité les Ivoiriens à sortir massivement le 25 octobre prochain. Ce que je vous demande, c'est de faire en sorte que le 25 au soir, on puisse dire « Ah, il y a Alassane Ouattara et Jean-Louis Billon au deuxième tour. » C'est à vous et à vous seuls de choisir. Moi, je vous promets, au soir du 29 novembre, au soir du deuxième tour, victoire de Jean-Louis Billon. Un message bien apprécié par les participants à ce meeting d'ouverture. Le président a tout dit. Il a tout dit, c'est comme il est dans le cœur des Ivoiriens. En tout cas, nous allons faire un coup KO. On va même parler au deuxième tour. L'élection présidentielle verra la participation de 5 candidats, à savoir Alassane Ouattara du RHDP, Simone Eivey Gbagbo du MGC, Henriette Lago du GPP, Jean-Louis Billon avec le Code et Awa Domelo en indépendant. Alors, Gaël Lacpa, on commence avec vous sur le candidat Jean-Louis Billon. Jean-Louis Billon, il a nourri l'ambition présidentielle depuis le vivant du président du président Bédié au PDCI. C'est vrai, après le décès du président Bédié, malheureusement, les choses ne sont allons sur son programme bien passées. directement, si vous le permettez. D'accord. Bon, j'ai pu aussi analyser son programme de gouvernance. C'est ça. Alors, j'ai pu énumérer 5 points. Le premier point, la souveraineté économique via l'industrialisation. Deuxième point, l'investissement massif dans l'éducation, la santé, la formation pour les jeunes. Il en parle beaucoup tout le temps, la plupart du temps, quand il est face aux médias et même dans les rencontres. Il parle de cohésion sociale, de la justice via le dialogue et puis la réconciliation. Il parle du développement équilibré des territoires avec la décentralisation. Donc, il compte résorber ce problème-là de disparité entre les zones urbaines et puis les zones rurales. Et il parle de gouvernance transparente et lutte renforcée à ce niveau. Vous voyez que chaque fois, la gouvernance, la transparence, ça revient. Avec le candidat du RHDP, on en parlait. Avec la candidate Simone Eivey, on en parle. Encore avec Jean-Louis Billon, on en parle. C'est dit que c'est un problème. Parce que tout à l'heure, quand on parlait de la dette, et on a soutenu ici que c'est bon, on peut prendre la dette, mais il faut la transparence, il faut la bonne gestion. C'est à tous ces niveaux-là. Donc, il y a quand même des problèmes qui persistent, il y a des problèmes qui sont là. C'est un diagnostic qu'on fait. Et en fonction de ce diagnostic-là, s'il est juste, on propose la solution qui va avec. Très bien. Docteur Koulibaly? Oui. Le programme de M. Jean-Louis Billon me semble également cohérent et pertinent sur certains points. Il a parlé de la relance de l'économie, surtout de miser sur la jeunesse. Je le disais avec le premier candidat qu'il faut un point particulier qui concerne la jeunesse ivoirienne. Si nous arrivons à prendre en compte les aspirations de la jeunesse, nous aurons répondu à plusieurs besoins et nous aurons réglé plusieurs problèmes en amont. Et il a parlé de la justice, de la transparence et un développement de toutes les régions. C'est nécessaire si nous voulons désengorger Abidjan et se retrouver avec un loyer qui est quand même maîtrisable. Il va falloir que toutes les régions soient intéressantes et soient des pôles économiques qui attirent la population ivoirienne. Alors, pour ma part, il a la chance d'avancer en tant que candidat sur le terrain parce qu'il aborde des sujets qui intéressent la population ivoirienne à plus d'un titre. Très bien. Docteur Kamenan, sur Jean-Louis Billon? Oui. D'abord, un premier constat visuel. Quand je parcours un peu Abidjan, je me rends compte que M. Jean-Louis Billon et M. Alassane Ouattara sont les deux qui, en termes d'affiches, en termes de visibilité, occupent les grandes pancartes.
Donc voilà, donc j'ai échangé et on s'est rendu compte que... Les panneaux publicitaires, sont en utilisation. Donc j'ai parcouru son programme et je constate qu'il se met dans le domaine qu'il maîtrise le mieux, l'industrialisation. Donc ça, c'est son domaine de prédilection. Et comme tous les autres candidats, le candidat du HDP, il a frappé fort sur la question de l'économie. MJC met l'accent sur la question de la réconciliation. Donc chacun tape sur son aspect efficace pour avoir plus de chances. Et là, il parle de développer une industrie nationale décentralisée, créatrice de valeur, de délocaliser les administrations publiques à Yamoussoukro pour décongestionner Abidjan et déployer une administration moderne. Donc, une promesse qui avait été tenue en 2010 et j'aimerais vraiment voir comment ça pourrait être opérationnel au regard de tout l'investissement qui est fait à Abidjan. Et il parle également de lutter fermement contre la corruption et d'instaurer la transparence dans la gestion publique. Donc, ce taxe-là est développé par l'ensemble des candidats, mais il ajoute la question de la fermeté. Donc, pour dire qu'avec lui, il y a cet aspect qui sera mis en évidence. Et je reviens encore, puisqu'il parle il souligne qu'il est un homme de terrain et que la jeunesse sera mise en avant pour pouvoir véhiculer les idées. Donc, ça me ramène à ma question de l'utilisation même de la cellule familiale pour promouvoir ces acteurs-là. Parce que les jeunes ne sont pas hors de leur famille. Ils appartiennent à des cellules familiales. Et pour moi, un accent particulier doit être mis sur les cellules familiales qui va permettre non seulement d'encadrer ces jeunesses-là, mais également d'aider à fonder les bases solides d'une société. Puisque les infrastructures que nous construisons, ce sont les hommes qui les gèrent. Et ces hommes-là appartiennent à des familles. Sur ces familles-là, il y a une politique d'intégration, une politique d'incubation des normes et des valeurs. Je pense qu'il y a des choses pour lesquelles on ne pourrait plus transpirer. D'accord. Arthur Banga? Oui, en fait, moi je vais dire, c'est le programme, je pense après celui de Ouattara, c'est le programme qui m'a plus séduit dans sa conception. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce programme? Déjà, je suis d'accord avec Déo, il faut regarder l'homme et le programme. Et finalement, quand tu regardes l'homme, ça dépeint sur le programme. Jean-Louis Billon, on parle beaucoup de l'entrepreneur, je suis d'accord avec toi, ça se sent dans son programme. Mais quelqu'un a parlé tout de suite de collectivité territoriale. On oublie très souvent que Jean-Louis Billon a été maire de Dapakala en 2000 et il a été président du conseil régional du Hambol. Donc les questions de développement communautaire, les questions de développement local, les questions de collectivité territoriale, c'est des questions sur lesquelles il a déjà travaillé. Et ça se sent déjà dans comment il questionne ces positions-là. Il questionne les positions d'entrepreneuriat parce que c'est ce qu'il vit au quotidien depuis tant d'années. Il questionne aussi les questions de politique, parce que finalement, c'est un homme politique. Et quand je regarde Jean-Louis Billon, on voit que c'est quelqu'un qui, sans peut-être dire très haut, je pense qu'il avait déjà dit, s'est préparé à la présidentielle. Malheureusement, je pense qu'il s'est préparé avec l'idée d'avoir pour lui l'appareil PDCRDA. Sinon, on sent, par les questions qu'il pose, qu'il a un parcours. Et c'est très important pour diriger un pays. Il a un parcours d'entrepreneur, il a un parcours de développement communautaire, de président de conseil régional, de maire qui se fait voir. Il a un parcours sur les questions de société. C'est l'un des rares qui parle de réseaux sociaux, de comment encadrer les enfants pour que les réseaux sociaux soient importants. C'est l'un des rares qui questionne la question de l'alcool autour des établissements. Ça prouve que c'est des questions que tu touches quand tu es maire dans le développement communautaire, quand tu es dans ces questions-là. Et c'est un parcours, c'est un personnage pour moi. En plus, il est oufouetiste comme moi, donc j'avoue que j'ai été vraiment, vraiment séduit par ça. Et ensuite, il y a une inclinaison à la fois, c'est une droite, j'ai envie de dire une droite sociale. Parce qu'il revient sur des questions, par exemple, le logement, on va y arriver, même si pour moi c'est difficile dans l'application. Il parle par exemple de location-vente sans apport. Vous savez, on peut être libéral, on peut être d'un libéral social, et je pense qu'il tend vers ça. Après, il y a une inclinaison aussi peut-être un peu trop nationaliste, ce qui pourrait faire penser à un homme de gauche, mais parce que justement, sans doute, dans son quotidien de chef d'entreprise, il a dû être confronté plusieurs fois à des marchés avec des multinationales et qu'il a dû perdre. Après, oui, il y a des questions, par exemple, sur lesquelles on base tous les programmes, sur lesquels on aurait pu avoir quelques précisions.
Là, je suis enseignant, mon collègue Kamina est d'accord avec moi. Quand il parle de revaloriser les enseignants, on aurait aimé savoir comment et combien pour commencer déjà à voir si on peut passer à la banque pour emprunter au cas de sa victoire. Il parle aussi de... Ça permet de revenir sur la question. Voilà, je parlais des réseaux sociaux. C'est l'un des rares qui parle de l'orpaillage dans son programme. Et il parle de l'orpaillage avec création de communautés locales. Il parle de la santé mentale. C'est quelqu'un qui est au courant, qui vit avec les jeunes, qui comprend l'impact des réseaux sociaux, comprend tout ça. Et moi, c'est donc impersonnel. Mais je veux revenir sur quelque chose qui est important pour moi, pour débattre de ça rapidement. Il a parlé, c'est une proposition intéressante dans l'absolu, location-vente de maisons. Ça arrive à la question du logement. Et quand vous prenez le programme de la Alassane Ouattara, effectivement, dans un programme, surtout quand tu n'es pas au pouvoir, tu peux, en faisant du brainstorming, penser que tu vas réussir quelque chose. Et au moment où tu veux au pouvoir, la réalité elle est différente. Peut-être que d'un point de vue financier, les logements sociaux n'ont pas été sécurisants, mais on ne peut pas nier que les logements sociaux ou des logements dits sociaux, je préfère mettre cette main, ont imprégné la ville. Moi, mes deux villes où j'ai grandi, c'est Bingerville et Songon. J'ai fait tout mon lycée à Bingerville. Mon père a travaillé à Songon de 1992 à 2007. Mais à chaque fois que je retourne à Songon, et que même chez moi à Bingerville, je ne reconnais pas là où j'ai grandi. Parce que justement, il y a une politique de logement qui a été mise en place. Mais tout ça se retrouve à quoi? Première question, les questions foncières. Qui appartient quoi? Les coûts, l'inflation, la loi de l'offre et de la demande. Tout ça fait qu'on n'a pu avoir des logements. On a pu avoir, vous prenez Bingerville, quand vous dépassez le jardin botanique, tout ça, c'est des logements sociaux. Songon, c'est des logements dits sociaux. Mais la réalité de la pratique, ces questions qu'on n'a pas abordées, c'est-à-dire les questions de foncières, quand on fait l'étude en 2007-2008, moi je me rappelle, en 2005-2006, à Songon, à Badian-Kouté, mon père était, les terrains c'était à 200 000. Mais dès qu'on a commencé la politique de logements sociaux, paf, ça s'est multiplié par 10. Donc si vous prenez votre programme de gouvernement, vous disant que le terrain ici c'est 200 000, et qu'au moment de la pratique, vous vous retrouvez avec 10 millions. Si au moment de réfléchir votre programme, vous pensez par exemple que le ciment, il a 15 000. Au moment de prendre le truc, ça explose. Ce qui a fait que, oui, les efforts du gouvernement en termes de logements sociaux ont été faits. C'est concret. Vous allez à Songon, vous allez à Bingerville, vous allez voir ces logements sociaux. Ces logements que moi j'appelle dits sociaux. Mais la réalité était différente parce que entre la conception et la pratique, il y a un gap qu'il faut réussir. Aujourd'hui, M. Billon pense qu'on pourrait avoir des logements sans avance. Mais moi, je pense que la réalité du terrain sera différente. Parce que je ne vois pas combien d'opérateurs, à moins que ce soit des fonds publics, et même si c'est des fonds publics, qui est élu, de quelle façon. Mais c'est très bien d'y penser. Peut-être qu'il a des solutions quand vous allez le recevoir sur la commission. Ce serait bien de poser ça et surtout poser la question de revaloriser les enseignants, ça m'intéresse. Très bien. Peut-être revaloriser les journalistes aussi. C'est du privé, les journalistes. À la fin, Wakili, c'est à vous. Revaloriser les journalistes, je pense qu'il a eu un échange avec les acteurs des médias. C'est cela, cette semaine. Certains ont posé la question. Et mais vous êtes au privé. D'emblée, il avait dit non, il faut travailler pour tous les citoyens. On pourrait même demander de penser, lui vient du privé. S'il doit venir encore revaloriser uniquement les fonctionnaires, ça pose problème. Cela dit, il avait fait un peu d'humour en disant que dans le lot, il y avait peu de femmes et donc les journalistes n'étaient pas légitimes à poser des questions sur les femmes. Ça, c'était les à côté. Maintenant, le document, programme de lui qu'on a reçu, sur lequel on a essayé de travailler, est de 6 pages, alors que MGC faisait 37 pages et comme j'ai dit, le RHDP était 75 pages, et puis on parlera de Domelo qui a 31 pages. Sur les 6 pages, il y a déjà beaucoup de choses dedans, comme tu l'as relevé. Moi, je voudrais évoquer, au-delà des enseignants qu'il a parlé, au niveau de la santé, de l'amélioration des conditions de travail des professionnels de santé, d'un fonds national pour l'innovation médicale, et au niveau de l'éducation, il a parlé de revaloriser aussi les enseignants et moderniser les écoles et introduire l'anglais dès le primaire. Je pense que c'est peut-être souvent dans le privé que ça se fait. Ça veut donc dire que dans le privé, il y a des efforts et peut-être il faudra recruter des enseignants d'anglais dans le public. Donc, il a parlé de toutes ces choses-là. On aimerait peut-être dans les semaines à venir avoir les détails en termes de chiffres, de coûts, de moyens de parvenir à cela parce que nous savons ce que la Côte d'Ivoire gagne. On peut toujours nous dire qu'il y a de l'argent qui sort, on critiquait la dette, dit à ceci ou cela. Il faut que aussi les candidats soient transparents. Parce que quand on écoute certains discours, si on ne fait pas attention,
en réalité, la critique contre la dette, ou bien on trompe les gens, quand on viendra, on prendra la dette comme tout le monde, et puis on va dire non, comme certains pays le font, hein, après avoir dénoncé des dettes cachées, ils veulent faire des mêmes programmes avec le FMI et la Banque mondiale. Après avoir critiqué, ils ont dit qu'ils vont faire une rupture, mais ils veulent continuer, certains voisins qui ne sont pas très très loin. Voici ce qui se passe. Donc, il faut faire très attention parce que si on n'est pas dans cette transparence, soit demain, on va continuer la même dette, comme toujours, comme partout, ou bien soit on va augmenter les taxes et les impôts. Et on va accroître la pression sur les citoyens qui disent déjà qu'à 15%, c'est beaucoup, alors que nous visons 18%. Et il n'est pas exclu qu'on grimpe pour arriver à 20%, hein, en termes de pression fiscale, si l'on ne fait pas attention, si les gens veulent tenir les discours de campagne et faire les procès, de procès contre la dette, s'ils veulent mettre ça en application, la solution va consister à mettre la pression sur les populations en interne. Donc, ce sont ces observations que je voulais faire en disant que je n'ai pas de critique particulière contre sa vision. D'accord. Docteur Deroux. Bon, au niveau de l'homme, hein, moi je l'observe, je ne pense pas qu'il soit le seul milliardaire ivoirien. Voilà. Moi, là où je l'admire, il investit en Côte d'Ivoire. Il n'est pas obligé de le faire, hein. Il peut le faire ailleurs. On en parle peu. Moi, ça, c'est une qualité. Voilà. On dira que certains hommes, ils font du business, mais je pense qu'ils sont nombreux comme ça à avoir de l'opportunité, mais qui ne le font pas en Côte d'Ivoire. Ça peut être un atout pour lui. Il parle aussi d'attribuer un numéro national à la naissance. Je pense que là, il espère régler en amont la fameuse question de l'état civil et de tout ce qui suit, hein, liste électorale et consorts. C'est aussi une mesure que je trouve salutaire. Bon, voilà. Maintenant, après, il aura à gérer avec peut-être certains virages qui ont été négociés. Mais je pense, hein, moi, pour ce qui peut jouer en sa faveur, c'est un fils du pays en griffe. C'est des mots que les gens n'aiment pas trop, ben voilà, mais il investit au pays, il fait du business au pays, ben voilà, et la question de l'identité qu'il essaie de mettre par rapport à l'état civil, pour moi, c'est quelque chose qui est aussi innovant, qui peut être important, parce que notre état civil n'est pas vraiment rassurant. Ben voilà. Très bien. Le candidat indépendant Awa Domelo a choisi Cocody pour donner le ton de sa campagne. Son programme politique, articulé autour de 42 propositions, met l'accent sur la démocratie, la souveraineté et le panafricanisme. Il appelle à une refondation profonde de la gouvernance ivoirienne. Un sujet signé Pierre Dipomelin. On en parle juste après. La campagne du candidat indépendant à l'élection présidentielle, Awa Domelo, a été officiellement lancée en présence de ses alliés politiques et de plusieurs militants. L'ingénieur des ponts et chaussées entend mener une campagne axée sur la souveraineté économique, la bonne gouvernance et la valorisation du potentiel national. Voilà un peu les deux situations que nous avons. Une situation d'exclusion et une situation de dépendance économique totale. Dépendance économique garantie par une dépendance militaire qui frappe à tout moment lorsque le régime qui est en place veut agir autrement que dans l'intérêt des Ivoiriens. Voilà les deux raisons fondamentales qui font que nous avons décidé de nous battre pour la souveraineté, pour que les richesses créées en Côte d'Ivoire soient en majorité entre les mains des citoyens ivoiriens. Et au niveau de la jeunesse, nous allons faire en sorte que toutes les couches sociales, toutes les entités puissent être représentées au sein de l'équipe nationale de la campagne chargée de la jeunesse du candidat Awa Domelo pour porter son message de souveraineté, pour porter son message de démocratie et surtout son message de panafricanisme. Et donc, c'est ce à quoi nous aspirons le plus et c'est cet idéal-là que nous allons partager avec toute la jeunesse de Côte d'Ivoire. Prochaine étape de la campagne, la ville de Bouaké, où le candidat indépendant va décliner son ambition pour cette région et tenter de convaincre les électeurs. Docteur Deroux, on commence avec vous. Sur le candidat Domelo. C'est le souverainiste, hein, voilà. Moi, personnellement, je l'admire, hein, je l'ai toujours dit. Il est courageux, il est brillant, voilà, on ne peut se lasser de l'écouter. Son thème souveraineté a l'air un peu chimérique, mais je pense qu'il
il désigne nommément la France, pas comme l'adversaire, mais comme le partenaire qui doit gérer, qui doit collaborer librement avec la Côte d'Ivoire. Il y a 10 ans, on dirait qu'il délie, mais quand on voit la coïncidence qu'il y a entre la perte je dirais le départ de la France, du Niger, du Burkina et du Mali, avec la situation économique pas forcément reluisante qu'elle vit actuellement, je pense qu'on peut prêter attention aux propos qu'il tient. Voilà. Deuxième élément, je pense qu'il met l'accent, tout à l'heure je regardais son programme, sur la décentralisation, qui est aussi l'un des problèmes qu'on a actuellement. Il parle de 12 régions avec des ministres-gouverneurs qu'il va nommer, mais surtout il veut revenir au système décentralisé de 2001, qui permet à chaque département d'être autonome. Mais il accompagne ces systèmes-là, il parle de pôles universitaires par région, d'hôpital de référence par région. Je pense que ça peut éviter les problèmes de scanner et consorts de transfert. Voilà, je pense que c'est des éléments que... Et surtout, bon, il a parlé d'amnistie, hein, voilà, qui pour moi est une mesure. Si ça peut permettre à tous les exilés, il revient sur la réconciliation, de revenir au pays, je pense que ça sera quelque chose d'important. Alors, moi, c'est le programme que j'ai parcouru qui, pour moi, se distingue. Il se distingue aussi au niveau de la communication. Voilà. À part le président Ouattara, certainement que les autres vont commencer à communiquer, mais il a pour moi une longueur d'avance. Il semble s'être positionné comme le challenger direct, avec son discours qui est direct. Il a une équipe. On voit par exemple, c'est vrai qu'il y a Fieni, il y a Diko, mais il y a surtout Mesme Komoé, qui n'est pas une figure anodine dans le milieu des enseignants, quand on sait le nombre qu'il représente et quand on sait je dirais la représentativité au niveau de figures emblématiques qui représente. Donc je pense que c'est quelqu'un qui a son carnet relationnel, qui l'assume. Ben voilà. En cette période, je suis son interview avec vous, il assume ses rapports avec le bloc de l'Est. Pour autant, il dit que ce n'est pas de la servilité, mais c'est de la collaboration. On doit lui permettre de choisir librement. C'est un discours qui, moi, n'est pas dépassé. Et il a des jeunes que je trouve intelligents. Dernièrement, j'ai vu sur vos chaînes certains de ses représentants causer tous les problèmes à d'autres jeunes du parti au pouvoir. Donc je pense que l'intellect, ça met en confiance. Ben voilà. C'est vrai qu'il n'est pas là, mais il ressemble un peu à ce niveau, au niveau du charme intellectuel un peu à Thiam. Ben voilà. Donc je pense que ça, s'il capitalise, et s'il continue de communiquer avec la bonne équipe qu'il a, je pense qu'il peut être un challenger. Autre élément important, il a beaucoup de tous ceux qui sont avec lui sont du PPACI. Il assume avoir eu le soutien du PPACI au niveau du parrainage, avec le mouvement Trop c'est trop, ceux qui comportent, je parle des déguerpis et autres, s'il se projette dans un essai de se donner une chance de sortir de la situation qu'ils vivent, ça peut l'aider et pourquoi pas au-delà. Ben voilà, c'est ce que je peux dire. Très bien. À la fin bon, moi je note qu'il a réussi à avoir le soutien de deux des candidats à la candidature. Il y a la Moussa Djinko et Afieni. C'est vrai qu'il y a Djebi Olivier qui a appelé à voter le candidat Alassane Ouattara. Peut-être d'autres le feront, mais parmi les candidats de l'opposition, ça me paraît un élément important. Et puis, je note que ces communicants ou ces communicants, oui, je dirais, ont essayé de prendre une expression que les jeunes aiment là pour lancer. J'essaie de propulser cela. Je ne sais pas si ça va susciter l'adhésion. On dit il sait faire. Il sait faire comme Morel, il sait faire comme les chanteurs, les artistes tendance. Il sait faire, Don Melo sait faire, il saura faire, il fera mieux. Je ne sais pas ce que cela va donner en termes d'impact, mais j'ai parcouru son document. J'avoue que moi, les discours souverainistes que je n'ai pas envie de qualifier de populistes ne m'emballent pas beaucoup. Hein. Voilà. Donc, j'ai déjà dit, je crois, mais je note avec respect ces propositions, ces critiques où il parle d'une croissance économique sans impact sur le développement. Il propose un revenu de base, une protection sociale élargie, l'implication des organisations religieuses dans la protection sociale. On regarde, on en prend acte avec, bon,
une rupture des accords de défense avec la France, révision des contrats avec les multinationales, souveraineté monétaire et création d'un fonds souverain alimenté par les ressources naturelles. Bon, comme quelqu'un l'a dit, il assume ses amitiés, il promet que ce ne sera pas de la servitude, en prétextant que les autres sont dans la servitude. Lui, il a ses amis, il va coopérer avec eux, il est indépendant, il est libre, mais quand d'autres ont leurs amis, c'est des adversaires, c'est des néocolonialistes, mais la Russie est le partenaire parfait. La Russie n'est pas néocolonialiste, c'est la France qui est néocolonialiste. Moi, je me méfie de ces discours-là, où on tresse des lauriers à un nouvel ami, et puis on donne tous les péchés du monde à un ancien ami, en pensant que le nouveau a le visage de l'ange, et que ce qu'il fait ailleurs en Ukraine ou autre est normal, mais que nous, il nous aime tellement qu'il va nous aider mieux qu'ailleurs. Je ne sais pas s'il le fait mieux d'ailleurs à côté de nous. Donc vraiment, il a le courage d'assumer cela dans le contexte ivoirien qui est le nôtre, où je ne crois pas qu'on est, au-delà des discours, une majorité dite souverainiste à ce niveau. J'ai donné, pour terminer, l'exemple du Burkina en 2014, où on avait l'impression que la rue était sankariste. Elle a fait du bruit, mais quand on est parti aux élections, une élection qui paraissait claire et ouverte, aucun sankariste n'a pu aller loin. Ils ont eu à peine quelques députés, et aujourd'hui, il a fallu le coup d'État militaire et la propagande pour qu'on continue de parler davantage de Sankara, et on ne sait pas si en termes électoral, il peut valoir quelque chose au-delà de la propagande actuelle. Donc, les souverainistes, on voudrait bien savoir ce que ça pèsera dans les urnes, et c'est bien qu'on ait quelqu'un comme Don Melo qui le proclame haut et fort, qui le professe fort, plus même que le PPACI. Voilà, et c'est bien, et on verra ce que cela va donner dans les urnes. Arthur Banga? Bien, avant de venir sur Don Melo, je vais dire deux choses rapidement. Ah, on n'a plus le temps. Oui, non, on n'a plus le temps. La première chose, sur Bion, il a prévu une loi sur le féminicide. C'est très intéressant. On aura le temps de revenir avec lui sur où se représente. Allez-y sur Don Melo. Ok, bien. Bien, oui, je pense que je suis content qu'il y ait le programme de Don Melo, parce que ça montre qu'il y a une différence idéologique. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien partir de l'idéologie. J'entends trop souvent droite-gauche et la même chose, on ne sent pas la différence. En fait, si, quand on regarde le programme de Don Melo, un peu moins celui de Simone Gbagbo, on voit bien qu'il y a une différence idéologique. Justement, je pense que Don Melo, dans la structure, 42 points, ça marque, c'est bien communiqué, tout ça, mais dans le fond, justement, il allait trop à gauche, en fait. Il allait trop à l'extrême. Moi, il se casse sa figure sur sa question de la souveraineté. Par exemple, pour lui, des accords de défense, c'est ne pas être souverain. La Russie en a, la Chine en a. Donc, je ne vois pas en quoi un accord de défense n'est pas souverain. Deuxième chose, comme Alafi l'a signalé, lui, ses amis, c'est de la coopération. Les amis des autres, c'est de la servitude. Hein? Ça aussi, c'est très limite dans la façon de voir. Et finalement, cet ancrage idéologique l'aveugle un peu et le garde dans souvent des choses qui sont déjà faites, qu'il ne voit pas, on peut en citer. Il parle par exemple de rediscuter des contrats. Bah, son ami au Sénégal, on a entendu ça, ça n'a pas trop changé. C'est un peu minimiser et banaliser le travail que les gens font aujourd'hui. Aujourd'hui, le code minier a été revu et on travaille là-dessus. Deuxième chose, c'est même la structure historique de la Côte d'Ivoire. Quand il parle d'un pays qui n'a que sa richesse, sa croissance économique sur l'extérieur, non. Même la Chine aujourd'hui, c'est qu'elle est parce qu'elle s'est ouverte sur Deng Xiaoping avec une impulsion extérieure. Mais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est l'histoire des SO2. Hein? Aujourd'hui, c'est l'histoire de champions nationaux qu'on essaie de mettre en place. Qu'ils disent qu'ils veulent, je suppose hein, qu'ils veulent l'habiller idéologiquement pour séduire, mais c'est des choses qui sont faites et qui sont plutôt bien faites. Donc, en gros, c'est un candidat intéressant qui permet bien de fixer la différence idéologique, mais dans l'écrit, justement, il se noie un peu trop par cette volonté idéologique. Dans le match à gauche, même si j'ai encore des
des inquiétudes parce que dans le programme de Mme Simone Gbagbo, il y a beaucoup de fonds à créer, beaucoup d'allocations à donner. Alors qu'on parle de déficit budgétaire, il faut qu'on réfléchisse au financement. Mais dans le match à gauche, je pense que lui, il est très idéologique, très souverainiste. Mais Simone Gbagbo me semble pouvoir plus rassembler, plus attirer que lui. Maintenant, on verra comment il va expliquer ça. D'accord. Docteur Kamenan? Oui, comme son slogan le dit, hein, Awa Domelo sait faire. Et ça, c'est pour mettre en évidence son expérience au niveau surtout du Bénin et qui lui a ouvert des portes à l'international. Donc, en lisant son programme, j'ai noté, comme tous les autres, 4 chantiers stratégiques au niveau du renforcement de la résilience nationale face aux risques naturels et renforcement également du capital humain, de l'équité sociale et territoriale. Mais l'une des choses qui a attiré mon attention, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de projets de loi à adopter dans le cadre de son projet de société. Et parmi les projets de loi, il y a le fait d'adopter une loi sur le crédit aux élèves étudiants, aux jeunes méritants et en quête d'emploi. Donc ça fait partie de l'ensemble de cette bactérie qu'il propose. Et le premier constat que je fais, c'est que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de lois qui existent, mais ma préoccupation, c'est de savoir l'application de ces lois-là. Je prends par exemple la loi sur le fait de l'interdiction de fumer dans les espaces publics. Il y a cette loi qui existe, mais est-ce qu'elle est effectivement appliquée? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire qu'elle n'est pas appliquée? Dans la loi que je suis en train de lire là, on nous dit que notamment dans les clubs, je vais relire rapidement le décret portant interdiction, le décret a pour objet de définir les modalités d'application de la mesure. La loi numéro 2019-676 du 23 juillet 2019. Donc cette loi nous dit que, par exemple, dans les transports en commun, il est interdit de fumer. Ça, je prends juste ce cas-là. Et on constate dans les transports en commun que cette question-là n'est pas actualisée. Ah bon? Dans les taxis, les bacas, les bus, les gens fument à l'intérieur? J'ai fait un constat. Ah bon? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça m'étonne, ça. J'ai fait un constat. D'accord. Mais c'est la question que je vous posais. C'est ce que je dis. D'accord, donc poursuivez. Poursuivez, s'il vous plaît. Voilà, je fais un constat. Vous avez vu les gens? S'il vous plaît. Je fais un constat. Quand je vous demande de poursuivre, on poursuit. Allez-y. Je suis dans la circulation. Bon, l'avion, c'est respecté. S'il vous plaît. Voilà. Donc, je dis que le point de départ de mon intervention, c'est de mettre l'accent sur les projets de loi qu'ils proposent. Or, dans la capacité d'opérationnalisation, on note qu'il y a une forme de contournement de ces lois-là qui est beaucoup mis en évidence. Donc, ma question est de savoir comment ces programmes pourraient être actualisés, puisque son programme est rempli de projets de loi à faire adopter. Ça, c'est un point sur lequel je voulais insister. Et il met en évidence la question du renforcement du commerce intra-africain des produits transformés. Donc là, c'est la question de l'industrialisation qu'il remet dans son projet. Transformer les produits locaux afin de pouvoir facilement les évacuer. Donc ça fait partie de l'un de ces piliers stratégiques en termes. Et pour moi, ça répond à sa vision souverainiste. Hein, parce que quand il dit souverainiste, il entend dans la mesure où c'est lui qui décide de sa liberté de choisir les partenaires qu'il veut selon la représentation qu'il a du développement qu'il veut pour le pays. Donc c'est comme ça qu'il conçoit. Donc s'il y a du bon chez les Chinois, il prendra du bon. S'il y a du bon chez les Français, il le prendra. S'il y a du bon chez les voisins, il le prendra. Lui, c'est comme ça qu'il définit ça. En l'écoutant, c'est comme ça qu'il définit la question de la souveraineté. D'accord, très bien. Docteur Koulibaly? Oui. J'ai quand même eu le temps de lire le programme de M. Awa Domelo. Et comme je le disais au départ, il y a des points séduisants dans ce qu'il propose. On sent nettement une rupture avec les autres. Il se positionne comme panafricaniste et il vise de nouveaux partenaires au détriment de l'ancien partenaire dont les rapports devraient être revus. C'est à son actif, c'est normal. Nous sommes dans une compétition où chacun propose ce qu'il pense pouvoir utiliser pour séduire l'électorat. C'est aux Ivoiriens et aux Ivoiriennes d'apprécier si cette manière de voir conviendrait. Dans son programme, l'un des points qui a retenu mon attention concerne le transport maritime, fluvio, lagunaire et aérien.
Il estime qu'il faut développer ces secteurs d'activité pour compléter l'économie ivoirienne. Je pense que c'est une bonne vision parce que nous avons un domaine maritime très intéressant qui est peu valorisé. Il propose également, comme le relevait mon prédécesseur, de développer le commerce intra-africain. C'est, on va dire, dans la vision de la CEDEAO. Alors qu'en face, on a d'autres qui veulent rompre cette chaîne. Donc la question est de savoir comment réussir cela en un laps de temps, surtout en 5 ans. Contrairement à l'observation sur les lois, moi j'ai constaté qu'il a proposé d'adopter des lois là où il pense que les lois actuelles sont un peu défaillantes. Pour moi, c'est un atout, c'est un avantage, quitte à savoir comment ces lois seront appliquées. L'application de la loi, elle est différente de l'adoption de la loi. On l'adopte là où on pense qu'il y a un vide, il y a quelque chose qui ne va pas. La mise en œuvre repose sur l'existence d'institutions et de volontés. Et ça, c'est apprécié à tous les niveaux. Moi, je pense que dans son programme, il y a des éléments importants. D'accord, très bien. Gaël Lacpa, on termine avec vous. Alors, moi, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. J'ai fait l'économie, mais sauf qu'il y a 3 points que je trouve intéressants dans son programme. Il parle de renforcer, de réformes profondes du secteur financier et la démocratisation à l'accès crédit. On sait que c'est un véritable problème. Même, on parle d'entrepreneuriat, ça peut aider à régler le problème du chômage. Mais très souvent, les banques qui sont présentement sur place, les taux d'intérêt sont beaucoup élevés. Donc, s'il vient avec une solution dans ce sens-là, je pense que c'est bon à prendre. Il parle de ramener le service civique national. Alors, c'est important aussi, parce qu'on sait aujourd'hui, la jeunesse, aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup de perte des valeurs sociales et morales. Il y a la perte des repères de la jeunesse. On voit un peu partout sur les réseaux sociaux. Personne ne respecte quoi que ce soit, personne ne respecte personne. On insulte tout le monde, même le chef de l'État et tout et tout. Il faut vraiment rééduquer la société ivoirienne. Donc, réinstaurer le service civique, je pense que c'est un élément important. Il parle de numérisation, de la modernisation numérique. Voici un élément très important aussi, parce qu'aujourd'hui, le monde a changé, le monde évolue, progresse. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'IA. Par exemple, voici un élément, un gros chantier auquel je pense qu'il va devoir s'attaquer. Il y a l'accès à Internet. C'est vrai, on a déjà Internet, mais il faut encore plus vulgariser. Il faut aussi vulgariser l'accès à l'outil informatique et tout ça. Donc, c'est tout ça, c'est de tout ça que c'est tout ça qui m'a intéressé dans son projet. Mais sauf que il y a un bémol quelque part, c'est que le problème, c'est que ce n'est pas assez chiffré. On n'entre pas trop dans les détails pour expliquer, comme le DG Alafé l'avait déjà dit pour les autres candidats. On n'entre pas dans les détails pour nous dire on compte faire la numérisation, on compte faciliter les financements, mais comment ça va se faire de façon matérielle, on n'arrive pas à avoir accès. Maintenant, pour lui, cette affaire de cette élection, je viens maintenant sur le plan politique, c'est un défi personnel. Parce qu'on sait comment il est quitté, on va dire il a quitté l'équipe du président Laurent Gbagbo, on va le dire même presque à la dernière minute. Donc c'est un défi pour lui, parce que de l'autre côté, ses anciens partenaires, amis politiques l'attendent au résultat pour savoir ce qu'il pèse réellement. Donc c'est un défi pour lui. À côté de cela, je pense que plus précisément, Awa Domelo est dans une candidature stratégique. Aujourd'hui, il s'est dit qu'après 2025, il y a 2030 qui arrive. Je pense que le plus gros défi pour lui, c'est plus là-bas. Il ne fait que se positionner pour cette élection de 2025. Merci beaucoup. Voilà, ainsi prend fait l'analyse des programmes des candidats, leur actualité sur le terrain. Malheureusement, on n'aura pas de carton ce soir. Je veux préciser à tous nos téléspectateurs et internautes que dès demain, dans la quotidienne info notamment, nous inviterons les représentants des candidats ou les candidats eux-mêmes pour se prononcer sur plusieurs sujets qui touchent à la vie de la nation pour que les citoyens fassent leur choix en toute lucidité. Merci d'être venu sur le plateau de NCI 360, Dr Arthur Banga, Dr Deroussimi, Dr Koulibaly Mamadou Koumvolo, Dr Kamena Arthur Yobwe, Alafé Wakili et Aouma Gaël Lacpa. Merci d'être venu faire le débat, messieurs. Merci d'être venu analyser et décrypter les programmes des candidats pour ainsi éclairer la lanterne de nos téléspectateurs et internautes qui étaient très nombreux à nous suivre ce soir encore. Un peu plus de 10 000 dans le live YouTube et à présent 3 800 dans le live Facebook. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Merci.
1975-2025. Depuis 50 ans, Petrosi est le pilier de l'énergie dans notre pays. Le gaz butane à la portée de tous les ménages, c'est Petrosi. Les énergies propres et bon marché qui alimentent nos industries, c'est aussi Petrosi. Les bus émergents qui roulent au gaz naturel véhicule, c'est aussi Petrosi. 258 km de pipeline multi-produits d'Abidjan à Yamoussoukro, c'est aussi Petrosi. 200 000 barils de pétrole jour d'ici 2028, c'est aussi Petrosi. Petrosi. Produire l'énergie d'une nation forte. Le laboratoire d'analyse minérale de la SODEMI existe depuis 1962. Un laboratoire accrédité selon la norme ISO-IEC 17025 version 2017. Chaque année, des milliers d'échantillons dans le domaine de la chimie générale sont analysés ici. Grâce au travail des femmes et des hommes de la SODEMI et grâce à un matériel de pointe. Objectif : soutenir les travaux de prospection, d'exploration géologique, ainsi que les activités d'exploitation minière sur le territoire ivoirien et dans la sous-région. SODEMI, plus de 60 ans au cœur du développement minier de la côte. Lui, c'est le boss du game. Chez lui, pas de place pour le hasard. C'est le quadranosaure qui mange à table avec ma voix. Chez moi, stratégie, calcul, vision de jeu, c'est toujours bien fait. Puis tu connais, les équipes fortes du moment, nombre de cartons jaunes, j'ai géré en pro, je ne parie jamais en Gawaya. Et ça se passe ici. Plus 1000 événements par jour. Des mises à chaque instant. Des OneXFreeBets, des hyper bonus et des moments chocs pour supporter et vibrer. Chez OneXBet, les vrais pros connaissent le game. Avec OneXBet, c'est toujours bien fait. OneXBet, site de paris sportifs en ligne 100% fiable. Difficile d'imaginer la vie sans les autres. On les veut à nos côtés. On est toujours rassuré de les savoir proches. Pour nos projets ou notre plaisir, ils sont toujours prêts à se mettre à 4 ou à 10. Pour que la vie reste plus facile. Alors, parce que le bien que nous aimons nous revient encore plus fort, nous sommes là pour votre santé. Grâce à la CMU, le soutien de tous assure la santé de chacun. 0 cotisation à la CMU, ça continue jusqu'au 31 décembre 2025. La CMU, votre assurance santé. Sur le terrain comme dans la vie, la vraie force ne se mesure pas à la taille, mais à l'énergie. Avec les Captain, fais le plein d'énergie et surprends tout le monde. Les Captain, c'est doux et c'est zo. Petrosi.